Apéro spécial draft 2025. Un top 5. Enfin, on va pas faire une mock et classer des joueurs. Pas On encore. va vous parler des 5 joueurs chacun qu'on kiffe. Exactement. Enfin, qu'on kiffe, qu'on sent bien, tout sera quoi. Le nose, nous sommes à 10 jours de la Et draft attention, 2025. il y a du bust dans le lot. Ouais, tout à fait. Hein. On aime bien annoncer. Nous sommes à 10 jours de la grande messe, la grande cérémonie. Rendez-vous le mercredi 25 juin 2025 sur votre chaîne Twitch préférée, celle de Trash Talk, pour la draft 2025, le premier tour qui sera commenté en direct, notamment avec Alexinator. On sera là pour vous régaler. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je rappelle que le second tour sera lui le jeudi 26 au soir. Il y a des Français qui sont attendus. On en a fait une vidéo complète, notamment sur les Français les plus attendus de cette draft 2025. Exactement. 5 profils. 5 profils, 5 Français qui... Les 5 peuvent être au premier tour, ou tu peux en avoir un ou deux qui slide et qui glissent en début de deuxième, mais 5 Français qui devraient être draftés normalement. Exactement. Sur Voilà, Nolan Traoré, Noah Essengue, Noah Penda, Maxime Reynaud et Johan Johan Berger. Béranger. Tout à fait. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo, évidemment. On vous attend, vous, sur celle-ci, parce que je sais qu'il y a plein de copains et copines avec qui j'ai pu discuter ces dernières semaines et derniers mois sur la draft 2025. Quels sont les prospects qui vous font kiffer? On parle d'une cuvée hyper intéressante. Moi, je la trouve hyper sexy. Je suis dangereusement amoureux de cette cuvée parce qu'il y a plein de joueurs de talent dans différents registres. Meneurs, ailiers, joueurs générationnels ou non. Est-ce qu'on utilise ce terme un petit peu trop souvent? On va parler de tout ça. Là, comme tu le disais, on se fait plutôt un top 5 chacun, un petit peu des chouchous. Des gens qu'on sent bien. Allez, vous avez peut-être des stéréotypes. Vous vous attendez à ceci et cela de la part de Baby ou d'Alex, parce qu'on a parfois des préférences. N'hésitez pas, comme d'hab, à aller regarder absolument tout ce qui se fait sur les internets. On a des super gens en France qui font du boulot de prospection sur les différents talents qui sont soit en NCAA, soit dans d'autres ligues, notamment en Europe. Oui. On va pouvoir se faire kiffer. Alex, avant qu'on parte justement sur le top 5, toi, quand tu regardes un petit peu les joueurs comme ça et que tu dis « Attends, je vais me préparer pour la draft 2025, il y a des talents qui vont m'intéresser », c'est quoi les premières choses qui te séduisent et qui font que ces noms-là débarquent tout en haut de ton carnet? Il y a plein de critères possibles. Hein. Mhm. Parfois, il y a juste le niveau technique du gars à l'instant T. En gros, moi, les gens ils le savent, je suis pas la NCAA à l'année. Je regarde un peu ce qui se passe en Europe sur les jeunes joueurs à potentiel et tout, mais c'est surtout à cette période-là de l'année où quand il commence à y avoir un peu de moins de matchs de play-off, où là je me bouffe de la vidéo, des bouts de matchs, des matchs entiers, des scouting reports où des gens ont fait des montages très détaillés, action par action et tout, donc ça te permet de donner une idée et tout. Bon, après c'est une idée qui est déjà éditorialisée, mais bon, ça reste quand même intéressant. Et en gros, il y a déjà visuellement, d'un point de vue vidéo, visuellement, qu'est-ce qui me tape dans l'œil quand je regarde un joueur? Est-ce que shooting form, moi je suis très genre comment il shoot, la gestuelle de shoot. Après, si elle est pas belle mais que ça rentre, je suis prêt à étudier. Mais déjà, quand c'est joli, que c'est bien smooth, qu'il y a un bon petit footwork et tout. Donc les qualités techniques naturelles offensives. Ça, c'est le truc qui est le premier truc parce que c'est le truc le plus facile à finalement à voir. Ensuite, après, je fais comme n'importe quel autre personne qui regarde et qui veut un peu scouter des joueurs. Je regarde les critères de base qui sont importants pour espérer faire une carrière en NBA. C'est-à-dire que je regarde les qualités athlétiques. Hein. Aujourd'hui, quand même, tu as des joueurs moins athlétiques. Évidemment, tu as un range de joueurs un peu athlétiques par rapport aux autres. Mais dans l'ensemble, là, encore une fois, dans cette cuvée, les mecs projetés dans le top 10... Je peux te dire que dans l'ensemble, c'est quand même des bestiaux. Peut-être qui ont leur place en NBA. C'est des bestiaux. On a du 1m95, 2 mètres. On a des grosses envergures, des détentes de malades mentaux. Enfin, tu vois, donc je regarde les attributs physiques ajoutés aux qualités athlétiques. Il y a des gars qui ont les deux. Il y a des gars qui ont que l'un ou que l'autre et tout. Donc voilà. Et ensuite, soit j'ai l'occasion de regarder des vrais grands bouts de match, soit dans les scouting reports, soit je lis aussi ce qui se dit sur... J'en sais rien, moi, sur Trash Talk déjà, mais les mock drafts des gens, les sites qui font des profils et tout, je lis un peu pour voir et mettre en perspective des choses que j'aurais peut-être pas vraiment tout de suite vues, moi, dans les bouts de vidéo, genre, qu'est-ce qu'il me propose comme défaut pour Cooper Flagg, tu vois, Cooper Flagg qui est a priori projeté numéro 1 de cette draft, et s'il n'est pas numéro 1, on va tous être surpris, t'es d'accord? C'est Nico Harrison. Non mais voilà, mais quand même et tout, genre oui, clairement,
je suis allé me taper des scouting reports pour me dire ok, qu'est-ce qu'ils lui disent comme petit défaut, comme point amélioré à ce genre de joueur. Donc je fais ça. Alors déjà, ça donne une sacrée picture. On essaye de faire ça, ça prend un temps fou mine de rien de faire ça. Ah, c'est un travail de essaye de faire fourmi, ça bien. ma foi, tout à fait. Moi, j'avoue que évidemment, un peu plus tout au long de la saison, j'ai l'occasion de voir des matchs un peu plus en complet, parce qu'il y en a d'ailleurs. Comme je vous l'ai souvent répété, qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez aller taper le nom d'une fac et vous allez avoir des full replays de matchs entiers. J'aime bien parce que parfois je trouve que les montages qui sont faits sont déjà un cut un petit peu subjectif de la part d'une personne. Et donc du coup, j'ai pas envie d'avoir ça. Je veux avoir le produit vraiment brut. Ça me permet de voir l'attitude du joueur. Bon, une des premières choses que je regarde évidemment, c'est l'attitude sur le terrain et notamment, ça que je trouve pas mal avec la draft, c'est que c'est assez proche de la fin des playoffs et des finales NBA, c'est est-ce que ce joueur va être capable de rester sur les parquets dans les moments chauds. Si tu es un joueur qui peut être très très vite une cible défensive ou que tu peux pas trop compter sur lui offensivement dans la NBA qu'on voit, où il faut être des stretch big, où il faut être des meneurs qui sont capables aussi de défendre et de switcher défensivement, ça je vais faire gaffe parce que du coup ça peut plafonner très très vite en fait le potentiel que j'ai d'un joueur. Bien sûr. Et de me dire, ah bah non, lui, il peut même atteindre son potentiel max, qu'on va le regarder dans 6-7 ans et on va se dire, mec, tu vas regarder le quatrième carton. Tu penses à des gars, banc. là, par exemple, que tu as un peu éliminé de ton top 5 du kiff, là, tout de suite, en voyant, en disant, ah, quand même, lui, je pense que son potentiel est limité défensivement pour les grands moments ou offensivement ou quoi. T'as des gars en tête ou pas? Non, je vais me foutre une moque un peu devant les yeux, mais tu vois, par exemple, moi, l'année dernière, je reste dessus et j'espère qu'il va faire une grosse carrière, mais il faudra que Reed Shepard me montre à long terme qu'il peut rester défensivement sur un money time d'un match très important. Sa taille, son manque de taille et d'envergure, malgré des bonnes qualités athlétiques, font que ce joueur, j'ai des doutes, par exemple, sur un Reed Shepard. Parce qu'à cette taille-là, il faut être élite techniquement. Mais alors élite de chez élite, et pas que au shoot. Il faut être Trae Young, il faut être Chris Paul. C'est compliqué à ce moment-là de tenir. Est-ce qu'il est assez rapide surtout? Est-ce qu'il est assez rapide? Il a les qualités évidemment de détente, hein, parce qu'il les a. Mais par exemple là, si je regardais un petit peu sur la mock actuelle, bon, j'ai des petites interrogations sur quoi. Moi, j'ai des Je vais voir par exemple si Kaman Maloua qui peut tenir sur le périmètre, évidemment défensivement et surtout offensivement après, parce qu'on voit aujourd'hui qu'avec certains gars comme Rudy et compagnie, c'est difficile. Faut être plutôt du Chet Holmgren, du Wemby ou du Miles Turner, tu vois, pour tenir un peu sur des grosses match-up. Toi, t'as des gars? Ouais, j'en ai un où j'ai des doutes. J'adore le profil et il me fait kiffer et tout. Et après, très vite, je me dis, c'est Igor Domin. Igor Domin, évidemment, super playmaker, grand, mais est-ce que défensivement il va tenir surtout son shoot et son shoot extérieur? Défensivement, à la limite, je suis prêt à y croire. Oui. Je veux bien y croire. Parce que même si c'est pas le gars qui te fera les plus d'efforts, le plus de régularité, il est quand même long, assez costaud, il va t'aider au rebond, il peut couvrir les lignes de passe. Non, moi c'est plus son shoot. Ouais, tout à fait. Je suis curieux de voir l'évolution de son shoot. On va parler de Derrick Queen. Bon, Derrick Queen, on va voir. Queen, il va tenir, c'est quoi le sujet? On va voir. Il n'y a aucun problème. On va en parler de Derrick Queen. Mais par exemple, ce genre de gars. Donc évidemment, dernière petite dédicace avant qu'on rentre dans le top 5 pour Alex et pour Bibi. Évidemment, ceux qui connaissent de longue date les poteaux d'envergure qui font aussi des formats audio où ils sont un peu plus vraiment en détail sur certains joueurs. Symbiose, évidemment, avec qui je fais un gros shout-out parce qu'ils font un très bon boulot tout au long de la saison. Foncez sur les réseaux sociaux, il y a absolument de tout qui est fait. Côté américain, vous avez plein de trucs à lire, plein de trucs à regarder pour ceux qui parlent anglais. C'est ça, et puis sur Trash Talk, vous aurez tout sur le site. Téléchargez-moi l'appli et le 25, on sera là pour tout commenter en direct avec plein de transferts, ça va être formidable. Alex, top 5, on va se faire un petit ping-pong. Quel est le premier joueur dont tu as envie de parler là, faire un petit focus en mode ça j'adore, ça j'aime bien. On va essayer de faire des comparaisons avec des joueurs NBA, soit actuels, soit anciens. Je te laisse la place. Tu sais quoi je vais commencer... Surprends-nous. Ouais, je vais commencer par Derrick Queen. Allez. Puisqu'on en a parlé, là on a fait des allusions. J'ai fait une petite blagounette de Maryland, là comme vous pouvez voir à l'écran. Tout à fait. Voilà, j'aime beaucoup le joueur. Maintenant, d'un point de vue réaliste, tout de suite, au bout de genre 2, 3, 4 vidéos sur lui, j'ai là genre, ouais, trop bien, trop kiffant et tout. Et tout de suite, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il fait une carrière en NBA? C'est comment? Pourquoi? Voilà le profil du garçon. 2m 5, 6, 7, là par là. 110 kills, hein, attention. Il est déjà... mobilité, mon gars. Mobilité très sérieuse. Mobilité très sérieuse. T'as une ballerine. Mobilité latérale très sérieuse, mobilité vers l'avant, vers l'arrière très sérieuse, verticalité pas ouf. C'est pas un... On aime bien le sol. C'est pas un mec très explosif. Donc le problème c'est que c'est un poste 4-5. Ouais. Il a une bonne envergure, il a des longs bras et tout, mais il a pas beaucoup de détente, il a pas beaucoup d'explosivité. Non.
Alors, techniquement, Ça se par voit, contre, par exemple, ça se voit de temps en temps, il se fait un peu manger, les ailiers qui attaquent le cercle, il a du mal à bien protéger le cercle et tout. oui, et puis les secondes chances et tout. Déjà en NCAA, donc j'ose même pas imaginer en NBA quand il voit tous les bestiaux. Genre en NBA, tous les soirs au poste 2, au poste 3, t'as des bestiaux qui a priori vont souvent t'attaquer le cercle et tout et tout. Donc on se rend pas compte du délire. Donc il y a je commence par là, j'ai des choses qui me font dire est-ce que par exemple, est-ce que des équipes NBA vont vraiment lui donner sa chance? Est-ce que ces histoires de verticalité, de protection de cercle va pas lui, comme disait Bastien, va pas lui coûter genre des fins de match ou des mecs qui vont lui mettre des bigs et il va être embêté, ou alors, enfin bref. Ou alors une défense va se dire mais c'est embêtant d'avoir Derrick Queen en poste 5, du coup je préférerais l'avoir en poste 4, mais alors si je le mets en poste 4 c'est qui mon poste 5, et du coup j'ai deux mecs qui space pas forcément, ou alors il me faut un 5. Enfin bref, Derrick Queen, alors qu'est-ce qui fait que c'est ton chouchou? Peut être un problème tactique pour son équipe, peut être un problème tactique pour l'équipe adverse. Et qu'est-ce qui fait que c'est mon chouchou? Parce qu'il a des mains en velours, parce que c'est un rebondeur extraordinaire, je pense. Il a des mains en velours. Bon, rebond, il se bat, grosse énergie. Il n'est pas si dégueu en défense globale. C'est juste qu'il n'est pas très vertical et il n'y a pas le côté rim run qu'on aime bien dans la NBA actuelle. C'est un défenseur intelligent, high IQ. Il a un QI défensif, il a un QI offensif avec des fondamentaux de malade mental et des mains en velours. J'adore. J'adore ce qu'il est capable de faire à son adversaire. Servez-le au poste, servez-le en free throw line extended, là comme on dit et tout. Il a pas l'air comme ça, mais en fait il pose des petits premiers pas pas de problème, hein. Bien compliqué, bien compliqué à défendre. Offensivement, il aura sa place en NBA. Mid-range, il est bon, il est propre. Il est fort au rebond défensif, il est fort au rebond offensif. Il va vraiment te faire chier. S'il est servi proche du cercle, il n'y aura pas beaucoup de mecs en NBA qui pourront l'empêcher de scorer. Il va faire feinte, il va avoir de lancer parce qu'il est trop malin. Pas beaucoup de mecs pourront l'empêcher de scorer. Il y a un côté... Allez, vas-y. Il y a un côté... Après, ça marche pas parce qu'il est un peu gaucher. Mais moi, je trouve que c'est une espèce de... Oui, mais il n'est pas gaucher, Derrick Queen. Enfin, ou alors j'ai mal regardé les vidéos. Hein. Mais il a ce côté joueur atypique. Il y a un mélange entre Zach Randolph et Boris Dio. C'est ça. Voilà. Et j'ai bien dit entre Zach Randolph et Boris Dio. C'est-à-dire pour le scoring au poste et tout, c'est un joueur agressif. Il va chercher les fautes. Donc ça ressemble moins à Boris. Mais il va chercher les fautes. C'est Zibo, ça, c'est Zibo. Et il a ce petit shoot mid-range et tout. Il va te faire chier au rebond et tout. Et à côté de ça, l'autre, il peut te cloquer des passes de malade mental. Il peut monter la balle, hein, Derrick Queen. Oui. Derrick Queen, il peut monter la balle. Hein. Non, mais c'est un point center. Il est bizarre, il te surprend, il est très atypique. C'est là où je ramène du Boris. Et il y a ces espèces de scoop shot, machin, des trucs avec beaucoup de touchés, des angles sur la planche et tout. Vraiment, typiquement le genre de joueur que j'adore regarder. Maintenant, on doit être réaliste. Est-ce qu'en 2025, il y a une équipe qui va vraiment lui donner du temps de jeu? Parce que pour lui donner du temps de jeu, à minima, je te dis pas qu'il faut construire ton attaque autour, mais par contre, il faut lui filer des ballons. Si tu le mets sur le terrain pour pas lui filer des ballons en attaque, pas à chaque position, mais régulièrement, c'est dommage. Et je dis pas forcément nourrir le gars au poste, hein, juste qu'il ait le ballon en attaque. Non, complètement. Voilà. En fait, c'est Derrick Queen, c'est un peu le sexy pick, même Simon, à qui je fais un bisou, évidemment. Ah bah Simon, il adore. Derrick Queen, mettez-le-moi. C'est normal. C'est vraiment le sexy pick. Mettez-le à Sacramento, Derrick Queen, s'il vous plaît. C'est vraiment le sexy pick. Ils ont quoi? Ah bah non, ils ont pas de pick. Non, ils ont pas. C'est nous qui l'avons. Mes Kings. Ils ont pas de pick l'année où il y a Derrick Queen. Bah non, il fallait récupérer Zach LaVine et DeRozan l'année dernière. Non, en fait, on est dans la lignée aussi de certains GM qui essayent de savoir si, et c'est aussi une des interrogations avec Derrick Queen, si, on a vu évidemment tout en haut, il y a Jokic. Hein. Et on a vu certains tester les choses. Ah oui, non, tu vas voir. Je ne l'ai pas comparé à Jokic. Non, mais j'ai dit Boris. C'est pour ça que je Zach. finis ma phrase, tu vas voir. T'as Jokic qui est le plafond du truc. Et quand certains ont vu Alperen Sengun débarquer en NBA, ils se sont dit, pas verticalité de zinzin, main de velours, au poste, c'est terminé. Mais grand quand même. Hein. Derrick Queen est plus petit. Hein. Et plus petit, absolument. Mais joueur cérébral qui peut punir au poste avec des mains de velours. Tu cut, il te la donne. Tu vas monter sur lui, feinte, pump fake, drive, de lancer. Donc c'est savoir si ce genre de joueur peut survivre en NBA. Alors, tu as des plafonds, type Sengun. Évidemment, la cathédrale, c'est Jokic. Mais
on est plutôt dans ce format de joueur-là, c'est-à-dire est-ce qu'il peut survivre? S'il ne survit pas, ça peut aller malheureusement très très vite pour Derrick Queen, qui sera un super joueur de banc qui va apporter des points, parce qu'il faudra tout le temps scorer en sortie de banc, pick and roll, pick and pop, balle au poste, mais là où j'en viens en effet à ce point de fin de match, si tu te retrouves sur un joueur qui a du mal défensivement, il y a des franchises qui vont dire désolé mec, mais là il faut qu'on mette un two-way player à ta place dans un match serré parce que tu te fais trop cibler. Ouais, mais il y a ça. Quel potentiel. Il pourrait se faire cibler, mais moi je reste optimiste là-dessus. Je pense qu'en fait il a deux problématiques. Il peut se faire cibler et dans son jeu aujourd'hui il manque du 3 points. Et donc on voit bien dans certaines équipes vont dire attends c'est relou parce qu'en plus le mec peut se faire cibler, puis de l'autre côté moi j'ai mes ailiers qui ont moins d'espace. Enfin tu vois genre donc il y a un vrai choix tactique qui peut être fait par une équipe. Et j'espère qu'il sera fait par une équipe où ça joue bien avec un bon coach un peu malin, enfin tu vois, genre voilà. Mais Derrick Queen, le joueur je kiffe. Ça clique fort. Certains ont vu évidemment, j'en ai parlé depuis quelques temps, c'est peut-être un de mes plus gros chouchous de cette draft 2025, Monsieur Trey Johnson, qui est annoncé plutôt dans les places, allez 5, 6, 7, peut-être 4 parfois, mais Derrick Queen, on est sur les places 4 à 8. Pour finir, tu l'aurais vu où lui? Derrick Queen il va être dans les ranges entre les places 10 et 16 et donc il faut voir un peu qu'est-ce qu'on a là entre les places 10 et 16. Tu peux avoir, je pense que c'est pas trop Toronto qui va le prendre en 9, mais tu peux avoir Portland qui fait un test en 11, tu peux avoir les Bulls en 12, tu peux même avoir en effet les Hawks en 13. Tout est ouvert entre les places 10 et 16, 17. Ringer, ils le mettent en 6 à Washington. Et j'ai une autre mock d'ouverte, j'ai Tankaton, ils le mettent en 12 à Chicago. Voilà. Puis après vous pouvez voir CBS Sports, on a tout rapatrié sur le site de Trash Talk, donc vous pouvez voir. Mais Derrick Queen on suivra. Trey Johnson, moi je l'ai évidemment sur les places plutôt... bon, ça va. Entre les places 4 et 8, je vais parler de Trey Johnson. De notre ami scoreur qui est évidemment un de mes chouchous de cette draft 2025. Bagage offensif monstrueux, on l'a vu du côté de Texas. C'est un des joueurs que j'aime le plus regarder balle en main. Il y a eu différentes comparaisons. On parle évidemment de joueurs. Très vite, le réflexe, ça va être de dire du Cam Thomas. Je pense qu'il est meilleur potentiellement que du Cam Thomas. On a parlé aussi de joueurs comme Jamal Crawford. Moi, j'y retrouve notamment sur les premières années de Jamal Crawford. Marrant, moi, j'ai pas les mêmes il y a des choses. On a évidemment aussi des joueurs comme Alan Houston qui sont plutôt des gros scores comme ça, un petit peu throwback. Il y a du Rip Hamilton évidemment. Sur Trey Johnson, c'est très simple. Regardez-le jouer. En termes de scoring, shooting, mettre la balle dans l'arceau, c'est un des, si ce n'est le tout meilleur de la draft. Qui shoot mieux que lui? Snuple peut-être? Tu peux avoir du Snuple. Snuple il shoot bien. Oui, tout à fait. Et tu as peut-être d'autres mecs après qui sont vraiment spécialisés sur le shoot à distance, mais dans l'ensemble, c'est-à-dire catch and shoot de très loin, les lancers et tout. Provocation de lancer, aller à l'arceau, mid-range, off the dribble, dribble and off, récupérer la balle et scorer. On est sur un joueur, mais vraiment élite. Smooth. Et je n'aime pas qu'on le mette dans un cadenas trop Cam Thomas, c'est-à-dire un petit peu parfois œillère et je vais juste scorer. Moi, je trouve qu'il est merveilleux à regarder et que l'équipe qui va le drafter aura tout de suite un joueur qui est capable, en dormant, de mettre entre 18 et 30 points. Mais vraiment entre dormant. 18 et 30, t'as dit? Entre 18 et 30 points. Okay. Tu peux avoir, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir des matchs, parce que évidemment c'est une saison rookie là, dont je parle, c'est qu'un mec, ça m'étonne pas s'il est dans la course au rookie de l'année et qu'il te met 18 points de moyenne dès sa saison rookie, parce que je pense que c'est un mec avec ce talent offensif. En fonction de où il tombe et des ballons qu'il a, c'est ça. Complètement d'accord. Il peut scorer tout de suite. Lui, il peut scorer tout de suite en NBA. Ça, on est tous d'accord. Donc franchement, quand tu as par exemple Washington qui a slidé un petit peu à la draft, pitié mes gars, prenez un gars comme ça parce que vous allez avoir des solutions offensives énormes. Il était à Texas, il a eu des grosses responsabilités. On lui a demandé notamment de vraiment prendre des séquences offensives importantes et pour lui et pour ses coéquipiers. Je trouve qu'il varie assez bien pour son âge la capacité à la fois prendre le match à son compte et mettre ses coéquipiers dans le jeu. Ça se sent très fort quand il n'est pas sur le terrain. Moi j'adore, et à partir du moment où il commence à shooter, là ça y est, on va rentrer dans au-delà de la réussite. Pour moi visuellement, ça y est, là il va faire son entrée dans top 5 de mes mécaniques préférées. Et il y a un autre truc que je kiffe bien chez lui, dans ce que j'ai pu voir, c'est il a ce truc en lui dans la tête de, tu sais, la confiance du shooter. Ah mais oui, oh là là, c'est pour ça on dit Cam Thomas, Jamal Crawford. Non mais il y a de ça, c'est normal. Enfin moi, puis en plus moi je trouve pas ça négatif. Cam Thomas pour moi c'est un bon joueur. Beaucoup de gens disent les œillères et tout. Moi je pense que le playmaking de Cam Thomas peut se développer. Il est encore jeune, et je pense d'ailleurs que le playmaking de Trey Johnson peut se développer aussi. Bien sûr. Après,
Faudra voir dans quelles circonstances. Oui. Mais genre des Jamal Crawford ou des... tiens, tu parlais de Washington, il peut ressembler à Bradley Beal un peu. Hein. Il peut avoir un peu de Bradley Beal, tout à fait. Alors c'est un peu moins bon athlète en soi sur le papier. Un peu, mais ça va. Un petit peu, mais ça va, tout à fait. Il peut monter à l'arceau. On a une assez belle envergure et on a des tailles à la combine qui ont été assez bonnes, je trouve, sur l'ensemble de son corps. Donc c'est vraiment un 2. C'est un 2. C'est un 2 qui peut parfois jouer 1, mais c'est un 2 qui peut potentiellement glisser en 3, tout à fait. Et je pense qu'il peut tenir... Sur un de mes aspects, tu sais, il peut tenir dans des fins de match série, il peut avoir la balle et il n'y a pas de problème. Il peut défendre. Tout à fait. Dans 3 ans, il y a des matchs serrés, balle Trey Johnson, écran pick and roll. Moi, je sirote. C'est peut-être son défaut. De quoi? Bah, il peut défendre, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas trop se faire blow-by? Les efforts, après il a 19 ans, donc c'est un truc qu'on répète souvent sur les jeunes joueurs. Ah oui, ça manque de consistance défensive, de régularité. C'est aussi souvent le cas avec les jeunes joueurs. Faut voir après comment ça se traduit en NBA. Ça dépend pas mal de sur quel coach tu tombes et sur quel genre de coéquipier aussi tu tombes. Bien sûr. Trey Johnson qui fait donc partie des chouchous. Alex a parlé de Derrick Queen, j'ai commencé avec Trey Johnson. Qui tu veux nous mentionner d'autres, Alex? Bon, je vais aller dans pareil, là t'as pris Trey Johnson. Trey Johnson, c'est du lourd, hein. Je veux dire, toi tu le vois chez qui? Il est top 5 de draft, non? Ou... C'est Wizards, c'est potentiellement Jazz. Là j'ai une mock sous les yeux, c'est Nets, 5ème. Ouais, c'est ça. Tu verrais pas les Sixers? Moi je suis les Sixers en 3, je regarde. Hein. Ah, moi j'adorerais. Je regarde. Hein. J'adorerais. Je sais pas si c'est forcément le gars que je prends, parce que j'ai déjà Tyrese Maxey et peut-être je vais me dire c'est pas le profil que j'ai envie de mettre à côté de Tyrese Maxey. Mon rêve c'est qu'il slide jusqu'à Washington. Vraiment. C'est qu'il slide absolu. Parce donc, que les Hornets le prennent pas. Parce que Hornets t'as déjà la Melo et Brandon Miller. Pas. Le Jazz ce sera compliqué, on va voir, mais bon, si tombe à Utah, il peut tomber à Washington. Et si Washington il est dispo, mais c'est le rêve. On parle de tomber en 6, hein, ça donne aussi le potentiel du type. Ouais. Non mais tu vois. Ben ouais. Après, voilà, ça discute. Tu voulais parler de qui en lourd? Un mec, je pense que si c'est le cas qu'il est encore dispo, et je pense qu'il sera encore dispo, parce que s'il n'est pas encore dispo à ce slot-là, on sera tous très surpris et à mon avis il y aura du grabuge dans notre live. Sur qui je clique. J'espère qu'il sera encore, je pense qu'il sera encore dispo en 3 et je pense que les Sixers doivent le prendre. VJ Edgecombe. VJ. Moi j'aime bien. Bah ouais. J'aime beaucoup VJ Edgecombe. Il a des défauts, j'aime bien, je vais commencer par les défauts. Il a des défauts qui peuvent être chiants à son poste, donc c'est un 2. C'est un 2 qui, vu la taille de ses bras et ses qualités athlétiques, peut glisser en 3. Hein. La qualité athlétique, je reviens, c'est pas dans les défauts. Hein. Défaut quand même là que j'ai trouvé, qui était détecté par certains scouts, et après quand tu vas voir les vidéos, tu vois un peu ce qu'ils veulent dire. C'est un côté... s'il y a de la pression défensive sur lui, notamment quand il a la balle en main... en termes de handle, c'est pas le handle du siècle, et même de technique de pull-up ou de technique de drive quand il n'y a pas beaucoup d'espace, je pense qu'effectivement il y a du taf et je pense qu'il y a du potentiel, attention. Ah oui. Mais il y a du taf, il est pas prêt. Il va se faire bouffer des ballons, il va perdre des ballons à la con et il va prendre des pull-ups qui vont faire clonk sur le cercle et qui vont repartir dans sa propre moitié de terrain. Donc ça c'est le défaut, et comme c'est un poste 2, bah c'est chiant. C'est sûr. C'est-à-dire que quand même, on attend ça quand même du deuxième arrière dans une équipe aujourd'hui NBA. On attend souvent ça. Et donc aujourd'hui, il n'est pas prêt à être ce qu'on appelle le deuxième ball handler, le secondary playmaker. Je te confirme. C'est pas Trey Johnson dont tu viens de parler, ou par exemple dont un autre joueur dont on va parler qui pourrait potentiellement être juste devant lui à la draft ou quoi. Tu vois, voilà. C'est pas du tout, mais qui lui même est un primary en fait. Mais bref, en revanche. Pourquoi je pense qu'il va être drafté super haut et pourquoi je pense que les Sixers, s'ils le prennent pas, peut-être ils vont prendre un autre profil de joueur, que j'ai pas dans mon top 5, mais qui est un peu plus ailier, machin, costaud et tout. Mais je pense que VJ Edgecombe est vraiment potentiellement un gars parfait à foutre à côté de Tyrese Maxey dans un backcourt, parce que est-ce qu'il y a un meilleur athlète dans cette draft? Peut-être. Il y en a. C'est pas sûr. Il y en a, mais c'est pas sûr. Tu vois. Genre. Non, mais si on dit, il y a si un autre athlète dont je vais parler moi dans mes 5 qui est une dinguerie monumentale, mais VJ Edgecombe. Non, si Edgecombe, il y a des gens qui disent que c'est le meilleur athlète de la draft, j'ai pas de problème. Pas de problème. Voilà. 1m93-15, 93-14, quoi, le 6'4 là, machin. 85-90 kills, 2m0-2-3 d'envergure, bonne grosse envergure. Parfaite combine. Une détente de fou furieux. Un pied, deux pieds. De fou furieux. Équilibre en l'air.
un grand malade mental. Finition avec contact. Ça peut prendre des contacts. Ouais, ça, ouais, il en ça- a rien à foutre. Lancer, pas lancer, machin. Et, Et tout. il est pas fini physiquement. Non, C'est-à-dire que non. tu vas lui mettre Il est- quelques muscles, attention. Il a 20 ans, Ouais. mais il peut faire une petite frame. Il est déjà costaud, hein. Ouais, ouais. Il est déjà costaud. Mais effectivement, t'as raison. Il peut se Dwayne Wadeiser un En fait, peu. c'est ça. Ouais, C'est je qu'en suis fait, d'accord. Il peut se tanker un peu. Faut sortir les noms, notamment. Tu as des Victor Oladipo, tu as Victor des Dwayne Oladipo, Wade. clairement. Tu as Victor Oladipo, tu as Dwayne Wade, et c'est des gars qui sont arrivés en NBA et qui sont allés chercher quelques muscles supplémentaires Ouais. parce que dans leur registre de jeu, finir avec le contact, bah il faut aussi que la carcasse elle tienne pendant longtemps. Et moi, parfois, quand je vois son handle, les quelques pertes de balles et la façon dont il Oula. peut dunker sur Oula. n'importe qui en appel de pied, je Oula. pense à Russell Westbrook. Oui, je vois. Pop, pop, pop. Ouais, je vois. Franchement, lui, clairement, moi, en termes de spectacle, après j'arrive sur d'autres qualités, hein, mais en termes de spectacle, quand il arrive, Ah, là, mais je il comprends passe contre-attaque, l'épaule, ouais. il appuie sur les deux pieds en milieu de raquette, mais genre, même Victor Wembanyama ou Chet Holmgren Non, il va monter. ou Joel Embiid ou Adebayo, ils vont se faire défoncer. Il est monstrueux de puissance, il va très Ouais. haut et en plus il est vraiment parfaitement équilibré, il est puissant. L'athlète est incroyable, latéralement il bouge. C'est un fou. Hein, Il pourra défendre tout de suite en NBA attends, sans la défense, problème. c'est l'une de ses qualités Ouais, numéro 1. tout à fait. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, évidemment, avec lui, et je te le rends évidemment pour que Vas-y, tu vas-y, nous parles de Vijay, c'est que c'est un garçon là qu'on a vu évidemment en NCAA, mais celles et ceux qui ont notamment regardé hors de ses parquets universitaires, il y a les Bahamas, Oui. où en fait il a été notamment, moi j'ai trouvé hyper solide et impressionnant pour son jeune âge, énorme compétiteur, donc notamment on va voir dans son développement, c'est peut-être par rapport à d'autres gars qui sont autour de lui dans ce haut de la draft, c'est peut-être le gars où il y a le plus de gens qui se disent pour le moment plancher bien, correct, mais on essaie de viser le plafond le plus haut. Ouais. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, techniquement, si ça se développe, bon bah bonjour, on a un des meilleurs arrières de la NBA. Surtout qu'en plus, et là moi j'ai parlé en défaut du handle et tout, par contre en catch and shoot, en scoring Oui, of ça ball, va. les cuts, vu l'athlète que c'est, quand il reçoit la balle dans le timing, c'est fini. Hein, tu vois, donc il peut scorer, d'ailleurs il score là avec Baylor, hein, je regardais, il y a 15 points par match, hein, il score, hein, non je dis des bêtises, 15 points. Oui c'est ça, c'est pas mal. Mais, donc ça on va voir, va falloir qu'il développe et tout, mais pourquoi on compare à Oladipo? Parce que en termes de attributs physiques, qualité athlétique, Oladipo du début, avant qu'il se fasse les genoux, l'athlète c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Rappelez-vous de l'athlète. Hein, Il le prenait même, Edgecombe. C'était un des meilleurs athlètes de sa génération. C'est n'importe quoi. Et en termes, moi ce que j'aime beaucoup chez Vijay Edgecombe, c'est qu'en défense, il a un impact, mais là demain en NBA. Ouais. Tu joues les Suns, tu le mets sur Devin Et Booker, intelligent. tu joues Anthony Edwards, il va y aller en premier Il rideau. est malin, il est malin. Il est intelligent, il est bon sur les lignes de passe, il est bon dans les mains, c'est un voleur de ballon, c'est un contreur. Il fait partie de ces arrières là qui va aller chercher à la Jalen Suggs ou à ces gars-là, à la Dwayne Wade encore. Hein. Mais bon, offensivement, on lui souhaite de devenir Dwayne Wade quand même. À mon avis. Mais non, non mais c'est sûr. Alors, attends, de toute façon, s'il Bravo, devient les Dwayne Wade, Sixers. Hein. s'il devient Dwayne Wade Changement de offensivement et qu'en défense, il est meilleur qu'Oladipo, en fait, Et que c'est le spectacle de Westbrook. Voilà, allez, c'est ça. hop, on va laisser peser. voilà, allez. Mais n'empêche qu'on est devant le potentiel de ce que j'appelle une two-way star. C'est-à-dire que des deux côtés du terrain, il peut vraiment être énorme parce que la défense, il l'a. Son plancher défensif, il est déjà très haut. Je veux dire, demain, tu le mets au Thunder et tu dis, tu vois le job que fait Caruso, ça serait bien que tu fasses. Potentiellement, moi, je dis, il peut le faire. Et donc, c'est ça aussi qui est. En fait, c'est jusqu'où il va aller sur son plafond. C'est ça. Mais le plancher défensif est immense, c'est déjà très haut. Le plancher offensif est moins haut parce que ça manque un peu de handle, ça manque de création pour soi-même, ça manque peut-être un peu de playmaking. Encore que moi, j'aime bien son playmaking pour les autres, c'est plus son playmaking à lui. Il a un peu de mal parfois, malgré ses qualités athlétiques de ouf et sa défense, parfois il a un peu de mal à créer de la séparation. Il n'a pas le bon timing ou les choix, les angles et tout. Il y a un peu de taf là-dessus. Mais voilà. Athlète de fou, défenseur de malade, j'adore. Et vraiment, si je suis les Sixers en 3, je pense que je prends. J'entends. Parce que clairement, il sera là en 3. S'il est pris au-dessus de 3 dans les deux premiers, là, on va. Non, ça va être un peu choquant. On va avoir des surprises. Ça va être un peu Bastien va dire qu'est-ce qu'ils font les Spurs? On est dans un gros transfert. Bravo. Tu es membre des Suns, Vijay. Non, mais c'est vrai que très hâte de voir Vijay. Suns, hein. Ouais, je sais. Évidemment, Vijay, très hâte de le voir. Un des joueurs pour le coup là où. Ça sera très important de voir la franchise dans laquelle il tombe. Parce qu'il y a d'autres gars qui sont un peu plus accomplis et qui sont prêts.
techniquement, et donc ils peuvent se débrouiller quel que soit le niveau de dysfonctionnement de la franchise. Vijay, attention, si tu tombes dans la mauvaise franchise et que t'es pas bien développé, tu peux aussi devenir juste un uber athlète très fort défensif, mais qui ne s'est jamais développé trop offensivement, et donc bravo, t'as été un arrière de seconde zone. Victor Oladipo. Non, Ah, t'es vache, il deviendra jamais un arrière de seconde zone. pour moi non, mais non, moi, ce je que je veux dire pense par là, pas. c'est que Enfin, dans les... vraiment, après, Non, mais c'est juste trompé, qu'il faut qu'il tombe dans la vraie bonne franchise, plus que d'autres, je trouve. Plus que d'autres gars qui sont autour de lui dans ce top 5 de la draft. il a lui, un c'est petit vraiment côté Stephen Castle aussi d'ailleurs, on l'a même pas cité. Un petit, hein. plus petit. Oh, pas tellement. Ah, plus petit. Hein. Ah bon? Quand même. Il fait quelle taille Castle? Edgecombe, il fait ma taille, je pense. Il fait, Edgecombe, ah non, quand même, il est un peu plus grand, non? Il fait 94-15, non? Fais voir ce qu'ils disent. Faudrait Attends, que je regarde là. Là, ça dit 6'6. Non, 6'6, il fait pas 6'6 par contre, Edgecombe. Ah non, je suis sur Trey Johnson, excusez-moi. Oui, voilà. non. Il doit faire voir ce qu'ils disent, là. Edgecombe, il doit faire 6'5. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non? Si, tout à fait. Ouais. Eh, 6'5. Non, il est plus grand, il est plus grand. Non, genre, Castle doit être un peu plus grand, mais kiff Fais kiff. voir qu'est-ce qu'ils disent là. Là, ils disent 6'4. Il est entre 6'4 et 6'5. Il est La Combine a dit 93, 6'5". 14. Non, il est plus grand que moi. Mais Stephen Castle, oui, un peu différent dans ce registre. Non, mais dans le sens Stephen où Castle, tu lui donnes la balle là, on l'a très vite vu sur sa Ouais. rookie, il fallait aller à l'arceau, il n'y a pas de problème. Stephen Castle a plus de handle. Je lui souhaite le handle Ouais. à Mais 19 en termes ans tu sais, de pull-up, de shoot et Ah tout, oui. ils ont un petit côté comme ça qui se Ah ouais. ressemble. Ça défend bien Tout les à deux fait. déjà. Athlétiquement, Castle, c'est un bel athlète. Mais alors Oui. là, Vijay Edgecombe, pour le coup, il le regarde droit dans les yeux. Ouais. Voire Non, tout à fait. plus. Bon, allez, vas-y, t'as quoi d'autre? Une petite wildcard. Et wildcard, ça rime avec Coward. Cédric Coward qui fait Pas évidemment facile à porter partie. comme nom, ça. Tout à fait. Traître. On va être sur Cédric Coward qu'on a vu très très rapidement sur cette saison NCAA, notamment parce que il a été blessé. On est sur un parcours assez atypique, un joueur de D3, pas D3 la ville, hein, de Division 3, qui a monté au fur et à mesure. Par contre, sur le principe, absolument tout ce que j'adore, c'est chez un joueur de basket. Intelligent, collectif, mécanique de tir, physique, envergure, two-way, la totale. Vieux rookie, non? J'adore. Oui, bien sûr. Presque Non, 22 ans. Ah non, mais c'est. Et moi d'ailleurs, spoiler, il y a beaucoup de garçons chez moi dans mes chouchous qui n'ont pas du tout 19 ans. C'est des garçons qui sont un peu plus âgés. Moi aussi. Donc Cédric Coward, J'ai un peu des deux. Pardon. que j'adore parce que on est sur le registre c'est un 2 qui est capable de jouer 3. Mais c'est vraiment un 2. Et donc, on va se retrouver autour de profils de joueurs qui peuvent se développer très très bien et rendre tout de suite service dans la NBA. Alors, plafond, on lui souhaite, hein, Jaylen Brown, OG Anunoby et toute la clique là, les espèces de 2-3 qui peuvent jouer 4 mais hyper tankés, qui sont capables de shooter. Cédric Coward, ce que j'adore, c'est que dès demain matin, tu peux arriver en NBA, défense sur l'homme, catch and shoot à 3 points et capable de mettre ses mi-distances. Il a une maturité dans le jeu, il a, au-delà même de son jeu, je trouve une élocution et une capacité à bien s'exprimer sur quels sont ses besoins, ses points d'amélioration et ce qu'il peut apporter dans une équipe que je trouve formidable. C'est un des joueurs où j'ai vu les interviews, c'est un des mecs que je préfère le plus intellectuellement dans l'approche du jeu. Il y a toujours cette interrogation, c'est ce qui fait qu'on le voit dans des ranges de draft entre 10 et 30, quoi. C'est qu'on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas eu assez de matchs sur cette saison NCAA. Mais il y a toutes les cases que j'aime chez un joueur un petit peu style de draft. C'est-à-dire que si ça se trouve, on va regarder, on va se dire ah, ça aurait pu être un Kawhi, Jaylen Brown, OG et bravo mec, t'aurais pu aller très très loin si t'avais pu bien te développer, mais il était un petit peu plus âgé que les autres et donc ça allait pas. Ça peut être aussi un mec où on se regarde dans un an et on se dit mais comment ça se fait que ce mec qui cochait toutes les cases de ce dont une équipe a besoin dans la NBA moderne ait chuté aussi bas? Pourquoi est-ce que les gens ont regardé son âge ou son parcours et se sont posé 36 questions? Cédric Coward, pour moi, certes, il y a des gens qui vont se dire il a 22 ans donc il a moins le potentiel à développer, mais merde, Lillard est arrivé aussi assez tard en NBA. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés aussi assez tard en NBA. Je pense que c'est le gars où, à mon avis, au bout de 3 semaines, quelle que soit la franchise dans laquelle il va débarquer, les fans vont faire ok, est-ce qu'on a testé le line-up de fin de match avec Cédric Coward? Parce qu'en fait, il a trop bien défendu sur les arrières adverses. Il est capable de mettre ses catch and shoot, que ce soit dans le corner. Il est tellement propre au shoot. Il est trop propre à 3 points à mi-distance. Il a un peu de bague au poste où il faut tourner épaule droite, épaule gauche et mettre ses fade-away. Il y a vraiment des séquences de jeu où on voit du jeune Kawhi. J'adore. Je suis un fan complet de Cédric Coward. Et je vous conseille d'aller voir justement un petit peu à la fois lui qui s'exprime et lui qui joue parce que c'est 2-3, on est d'accord. En fait, en 2, c'est le body type parfait. Et s'il peut slider en 3, c'est bien. Mais envergure là, c'est...
il discute avec les plus grosses envergures de toute la draft. Et des mains, des paluches. Hein. C'est Jordan, du Serving, toute la compagnie. Là. Donc, je ne sais pas jusqu'où va Cédric Howard. J'en sais rien. Mais waouh. Le point d'interrogation ultime de ce premier tour pour moi. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais il n'y a pas de scénario dans lequel, hors blessure, il n'y a pas de scénario dans lequel ce mec se foire. En tout cas, pareil. On a pas peut-être parfois du mal à estimer son potentiel, mais clairement, il y a énormément d'équipes NBA où tu te dis bah oui, évidemment qu'il est dans la rotation, Cédric Howard. Évidemment. Parce que soit ils n'ont pas de vrai poste 2-3 et puis bah en fait il peut jouer, soit ils en ont déjà mais en fait en sortie de banc c'est magnifique. Ah non, je suis d'accord. Les équipes fortes là, genre t'es OKC en 15. Tu le mets où là OKC t'es en 15, tu fais quoi? OKC, ouais, enfin ils vont pas non plus les accumuler si. Bah je sais pas, mais Minnesota si ça slide en 17 avec grand plaisir. Même Orlando en 16, très très bien. Là il est en 23 moi dans la mock que j'ai sous les yeux. C'est inconcevable. Il est en 23, ça me paraît vachement loin ça. Bah, sur les mocks, ça va dans tous les sens. Hein. Et je regarde une autre mock 13. Ah, il est 13 à Atlanta. Moi, avec grand plaisir. Ah bah tiens, mon ami. Non. Ah bah alors voilà, mon ami. D'accord. S'il y a besoin, je veux bien, je prends. Mais tu sais, même Houston en 10, avec sa qualité de shoot, il rentre bien dans le délire défensif. Et avec sa qualité de shoot, tu peux être intéressé. Hein. J'adore. En fait, après, l'idée, c'est savoir s'il a ce truc en lui de potentiel star. C'est tout. Hein. Moi, après le reste, c'est un mec... Tu sais quoi, j'ai envie de te dire... worst case scénario, c'est un Derrick White light. Quoi. C'est-à-dire, défensivement, tu peux faire ce que tu veux avec et il va rentrer ses 3 points. Et allez, t'as un bout de bague offensif. Derrick White qui arrivait aussi assez tard en NBA. J'aime trop Cédric Howard. Prospect suivant, mon cher Alex. Tu nous as parlé évidemment de Monsieur Vijay Edgecombe et tu nous as parlé de Derrick Queen. De qui tu as envie de parler? Kasparas Jakusionis. Jones. Kasparas qu'on a vu du côté d'Illinois. Ouais, lituanien qui est passé par le Barça. Barça, ouais. Barça, hein, c'est ça. Hein, si je vais te confirmer ça, mais pour moi c'est Barça formation. Barça. Ouais. Qui donc était à Illinois cette année. Il a 19 ans. Il va avoir 20 ans là. C'est un 2006, hein, pardon. Non, il a 19 ans. Il a fait un bout en Europe hein, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un des prospects européens dont on parle le plus depuis quelques années. Et pour des raisons évidentes, je vais faire comme les autres. Oui, Barça. Les petites interrogations sur ce type de joueur. Moi, j'en ai une première grosse, c'est que il est destiné à être une sorte de combo garde, balle en main, assez fort. Même très fort, et vient tout de suite un défaut quand même qu'on a pu voir en tout cas à Illinois. Là, c'est les pertes de balles. Il perd du ballon, il prend des risques. Il prend des risques et il perd des ballons. Ouais. Sa gestion des fautes défensivement, il a des arguments défensifs. Hein. Il est assez grand, il fait 1m96 là. Il a une wingspan tout à fait correcte. Il a une frame comme on dit. Enfin, il a déjà un peu de muscle et tout. Enfin, je veux dire, c'est un assez bel athlète. La défense, elle n'est pas ouf, mais elle est pas non plus genre t'es pas là en train de te dire bah évidemment qu'ils vont tout le temps attaquer sur lui, tu vois, genre non, c'est pas, il sera sur le terrain, c'est pas si simple. Mais par contre il gère pas hyper bien ses fautes et parfois il gère un peu mal la balle, c'est-à-dire que oui il y a du talent et oui il peut te faire des moves de fou, par contre de temps en temps au lieu de faire une passe simple il essaye un truc moitié dans le dos entre les jambes je sais pas quoi et il perd un ballon. Ça va dans les défauts. Moi j'ai vu des gens mettre son shoot à 3 points en défaut. Oui, pour l'instant, mais moi je pense j'y crois complètement. Je suis pas si inquiet que ça. Je pense que son 3 points, avec les espaces qu'il y a en NBA, que ce soit en pull-up ou en catch and shoot, c'est pas trop le type que, genre, dans mon avis, dans 2-3 ans, on n'en parle plus de cette affaire et le mec, faut pas trop le laisser ouvert. Il a l'air de bosser quand même. Et c'est un Lituanien, les gars, en shoot, techniquement. Voilà, dans l'ensemble, ils sont quand même assez dangereux. Très bon shooter, et en plus, il a déjà un très bon pourcentage au lancer franc. Ce qui indique, qui est quand même un gros indicateur, je le répète un peu tous les ans, mais clairement, gros indicateur de l'efficacité de la shooting form d'un type. C'est-à-dire qu'un type qui n'a pas un très bon pourcentage à 3 points, piqué à 65% lancé, tu vas te dire mince. Mais là, on est à 85% en lancé. Hein. Donc, on est vraiment sur un joueur qui peut traduire son shoot à 3 points en NBA. Et après, pourquoi je l'ai dans mes 5 gars là que je kiffe et que je vais regarder où est-ce qu'il tombe, comment il est utilisé et tout, parce que dans le genre combo guard avec du flow de malade en attaque, il sait tout faire en attaque. Il voit. Le plancher de Kasparas c'est trop bon. Il voit.
Il voit ce qui se passe. Les cross-court passes, les kick-out sont toujours dans le bon timing. Il fait des différences. C'est un playmaker incroyable sur pick and roll. Sur pick and roll, franchement, c'est un scientifique. Il peut déjà le faire. Là, en NBA. Il y a des pertes de balles à la con, hein, mais c'est un scientifique. Il voit les choses. Limite, c'est pas le problème de la vision. C'est plutôt le problème que c'est les parfois, choix. il a pas forcément, surtout parfois, genre là où il y a une bonne vieille passe simple à faire, l'autre il va te faire ça comme ça et il peut la perdre. C'est les choix. Mais vision, QI basket, feeling pour le jeu, playmaker incroyable. Ensuite, il est crafty en finition. Hein. Et dangereux. Hein. Ouais. Il se déplace un peu sneaky. Et pas peur de mettre la tête là où personne ne mettra les pieds. Il a du bon toucher. Il finit des deux mains. À mi-distance, ça peut rentrer. Il y a du pull-up, il y a du catch and shoot. C'est vraiment un joueur qui sait déjà faire énormément de choses en attaque. En plus, européenne. pour un garde, il est assez grand. Donc il va avoir en face de lui, parfois il peut être utilisé au poste 1 s'il arrive à tenir en défense, il va avoir un avantage de taille et tout. Et là il va t'emmener le garde adverse un peu, il va reculer et tout, il va lui faire un petit move, un petit hook, enfin voilà. C'est un type très complet déjà. Et en plus de ça, c'est un super rebondeur. Belle énergie au rebond. Il met la tête là où personne ne foutra les pieds. Il vient se battre et tout. Ça se trouve, on a devant nous un mec qui claque du triple-double là. Tout à fait possible. Oui, c'est possible. Pas forcément avec 30 points, hein, mais le 16 points, 10 rebonds, 10 passes là, ça il est capable. Il a un super plancher, Kasparas. Moi j'ai adoré regarder à Illinois, je vais parler de ses coéquipiers après, mais le plancher est trop bon. J'aime pas non plus trop prendre les stats à Illinois parce que c'était des responsabilités différentes. Et là, comme tu l'as dit, il y aura des espaces. Moi, il a des éléments, je dis bien des éléments. Hein. Quand je vois Kasparas, je pense casse-cou. Comme tu l'as dit, un peu tête brûlée, genre prendre des décisions parfois bizarres. Il y a des éléments de jeune Manu. Hein. Oui. Jeune Manu. Hein. Ah, il n'y a pas de papa de gauche. Il n'y a pas la papa de gauche, mais il a un truc parfois de... Je vais tenter des choses un peu extraordinaires, on va voir. Je vais cutter bien comme il faut au rebond offensif pour aller flopper un faux box-out et du coup créer une seconde chance pour mon équipe. C'est le joueur malin, formé européen qui va cartonner tout sur NBA. J'ai vu un gars qui disait c'est le Jason Kidd de Vilnius. Ça m'a fait marrer. Ouais. Ça m'a fait marrer. Ouais, bien sûr. On lui souhaite. Hein. On lui Mais souhaite. c'est un moins meneur pur. Je suis pas sûr du meneur pur. C'est un mec qui, je pense, dans un premier temps, peut s'éclater de fou en 6e homme, deuxième ball handler. Peut être incroyable. Ouais. T'es une équipe déjà un peu forte, mais tu te dis, il me faut mon deuxième ball handler. Si ça se trouve, Kasparas, saison rookie, on verra. Ouais. Mais vraiment, d'ici très peu de saisons, on est là, on fait putain, c'est tellement bien d'avoir ça sur le banc et tout. Ah là, un peu, c'est pas du tout le même type de joueur, mais en termes de rôle, tu vois ce qu'était Kobe White et ce qu'il est devenu un peu, tu vois. Bien sûr. Mec, c'est pas trop, c'est un meneur en arrière, mais il sait faire plein de trucs sur un terrain. Et en fait, en balle en main, 6e homme ou titu, mais avec du temps de jeu, quoi, du 25-30 minutes, il va te faire des choses. J'ai vu des gens le comparer à Austin Reeves. Moi, je pense qu'il shoot moins bien, mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs qu'il fait beaucoup mieux. Plein de trucs qu'il fait beaucoup mieux. Il shoot moins bien. Austin Reeves, mais il y a de ça. Hein. Il y a de ça. Après, Austin a bossé son shoot. Hein. Podziemski. Il y a du grand Pods. Ouais. Tu le mettrais où? Je le mettrais où, c'est-à-dire dans la draft? Quelle équipe? C'est une bonne question. Je regarde un peu, fais voir. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui a énormément besoin. Il y a deux équipes qui sont dans le top 10 de la draft, en fin de top 10, qui ont tellement besoin de son playmaking, de son côté crafty, machin et tout. C'est les Raptors en 9 et les Rockets en 10. Pour moi, s'il est encore dispo, je pense qu'il peut l'être. Il passe pas ces équipes-là. S'il passe les Raptors en 9, je vais être surpris. Puis alors, si dans la foulée, il passe les Rockets en 10, pour moi, c'est vraiment un jeune. Tu vois, les Rockets ont pris Rich Shepard. Ouais. Bah, moi, je pense qu'ils ont plus besoin d'un Kasparas, en fait, quelque part. Qui est un peu plus prêt physiquement, machin, tout de suite. Ah, il shoot moins bien sur le papier que Rich Shepard. Par contre, le reste, il le fait mieux. Et les Raptors, ok, Emmanuel Quickley. La création offensive avec tous les ailiers qu'ils ont déjà, la création offensive, le côté malin, vicieux, QI, playmaking de Kasparas, limite c'est leur meneur titulaire presque. Ça peut. Franchement. Complètement. Je suis donc pour moi ça passe pas 9-10. On fera de toute façon une mock draft détaillée, vous inquiétez pas. Mais là on fait juste des petits pronostics comme ça vite fait. Toi? Exactement. Tu le mets plus haut? Je pense que plus ça bas va être plutôt 11-12. Toi tu penses que ni les Raptors ni les Rockets ne prennent lui? C'est possible, ouais. Ni les Nets? C'est possible. Même les Pélicans en 7, ils peuvent y réfléchir. Hein. Faut voir ce qu'il y aura de dispo. On va être entre 7 et 14. Faut voir ce qu'il y a. Parce qu'après, les Blazers ont beaucoup de monde sur le backcourt. Les Bulls, toi, à Atlanta, tu le veux Atlanta, toi? Sur le banc, là, en sortie?
Non? J'aime Dis bien, donc. mais c'est pas le besoin premier. Non, enfin derrière Trae Young bien sûr. et Ah, Dyson, s'il est encore dispo en 13, Ouais, pourquoi pas. faudra Je vais quand pas même cracher. réfléchir. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. même s'il y a encore Cédric Howard. Tout à fait. Je parlais de monsieur Nick Clifford. Oui, tout à fait, Si. monsieur Nick Clifford. Ici. Nick Clifford à Colorado State, que moi j'ai adoré dans ce profil un petit peu polyvalent. Ah, On a ouais. changé de fringue. Ah ouais. Il y a eu du montage là. Du grand Il y a eu montage. du montage, mais ça continue sur Nick. On dit Nick. On dit Nick Clifford. Nick, oui. Allez, Nick Clifford. Nick Clifford. Comme Dominic Wilkins à l'époque. Colorado State, donc. Colorado State, joueur que j'adore pour plein de choses. Polyvalence, intelligence, Déjà, tu le mets à quel poste? expérience. Pour toi, c'est quoi On est comme, sur les Derrick White, c'est-à-dire 2 qui peut jouer 3. 3 qui Ouais. peut jouer 2, 2 qui peut jouer 1. D'accord. C'est un joueur qui n'est pas de très grande taille, mais par contre qui a un coffre. Il est plus âgé que la plupart. Ça fait un gros cursus. Hein. Il a 22-23 ans, Nick Clifford. Il a 23 ans, ouais, c'est un des vieux. Je sais C'est même un pas des s'il y vieux. a un plus vieux rookie que lui, potentiellement. C'est un des plus vieux, Faut tout regarder. à fait, toute la cuvée. Je sais que pour certains, c'est un peu bizarre de drafter des vieux, mais il y en a aussi qui ont réussi, comme Damian Lillard, par exemple, qui ont été bons aussi malgré un long. Michael cursus. Bridges, il est plus tout jeune quand il arrive en NBA, il me semble. Bridges a fait un il a très fait, très beau voilà, parcours, hein. absolument, tout à fait. En fait, ce que j'adore avec Nick Clifford, c'est que c'est le joueur qui contribue dans tous les petits aspects de la réussite de ton équipe. Ça veut dire que je suis capable de vivre sans le ballon et de couper pour voir que en fait, si ça attaque en zone, ça va être le joueur qui va être dans le milieu, récupérer la balle et faire jouer les copains. C'est celui qui va voir qu'il y a un petit espace et s'enfoncer dans la brèche pour finir à l'arceau, si besoin. Main droite, main gauche et aussi avec des qualités athlétiques. C'est un superbe défenseur sur l'homme, capable d'être intelligent et donc de tout de suite rentrer dans une équipe compétitive et avoir du temps de jeu. Alors, il y a des il a pas garçons... de défaut, ton gars, en fait. Alors, le défaut, c'est qu'il a cet âge-là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait eu tous les deux un coup de cœur pour un garçon ces dernières années, dont je vais te ressortir le nom, et Vas-y. il s'est perdu un peu dans la NBA, c'est Chris Duarte, qui était un petit peu dans ce registre de joueurs très âgés par rapport à ses autres copains à la draft. Il avait fait un long cursus. Il aurait aimé avoir le moteur de Nick Clifford, quand même. J'ai Absolument. l'impression. Mais il est arrivé à Indiana, Chris Duarte, il avait fait un Incroyable. super début de saison rookie, puis après Sacramento, pif paf pouf, il s'est un peu perdu. Nick Clifford, j'avais mis des comparaisons, et donc notamment j'avais noté tout de suite du Vas-y. Derrick White parce que j'aimais beaucoup. Moi, j'en ai une. Je sais pas, peut-être que tu l'as déjà. J'avais 3 garçons, Vas-y. Christian Brown, Josh Hart, Derrick Josh White. Josh Hart valide. Est-ce que je peux dire Vas-y. un petit Toumani Camara? Oui, Petit par la taille. Parce que Camara était un assez vieux rookie également. Oui. Qui, on voit bien, là, se développe, en tout cas de manière très intéressante à Portland. Bien sûr. Et peut-être que Nick Clifford ne sera pas un aussi bon défenseur, mais en attaque, par contre, il fait déjà des choses que Camara fera peut-être jamais. Donc, voilà. C'est ça. On est dans ce registre de joueurs, et on les adore, hein. Les Josh Hart, les Christian Brown. Ça peut faire une longue carrière. C'est ça, c'est que c'est peut-être pas de la superstar. Non. Derrick White sera peut-être un jour là All-Star, multiple De All-Star. temps en temps, Derrick White, il joue comme une superstar quand même. Derrick White joue parfois comme une superstar. Mais en fait, c'est un joueur où Christian Brown, Josh Hart, Derrick White, ce sont des joueurs où à chaque fois qu'ils vont dans une franchise, on se dit tiens, c'est marrant quand même, ça jouait bien mieux avec eux. Et ça gagne. Et j'adore ce genre de profil. Je pense qu'une franchise va plutôt faire le coup un peu de poker de miser sur un vieux plutôt qu'un jeune. Hein. Moi, je m'attends notamment à des franchises qui sont un petit peu plus avancées en playoff. Tu vois, là, quand on va arriver dans des ranges, comme on parlait de Minnesota ou d'Indiana, des équipes qui sont un peu dans le dernier carré. Ouais, genre là, tu le projetterais où, toi, par exemple, dans la draft qui arrive? Là, ça serait déjà en termes de fit et de range, si j'ose dire ainsi, dans lequel il peut se faire drafter. C'est quoi ce Nick Clifford? C'est quoi? C'est un fin de loterie? Nick Clifford, c'est un très bon Miami de 20e place. C'est un excellent pick à voir de Minnesota s'il garde le 17 au moment où on parle. Oui. C'est la possibilité, même moi, Atlanta en 22, c'est Boston, voilà, j'y crois pas en 28. Oh non, je pense qu'il sera plus là quand voilà, même. je pense que le plus haut possible, c'est potentiellement 14 chez les Spurs ou 12 à Chicago aussi, mais voilà, moi j'adore son profil. Je trouve que c'est un joueur vraiment qui peut poser la balle au sol, peut rentrer des tirs extérieurs. Alors parfois il y a un côté un petit peu dans la sélection de tirs, il y a un côté un peu Kuzmesk, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire que parfois il va avoir des coups de chaud un peu, il va se permettre, mais j'ai pas parlé de son jeu au poste. Joueur que j'ai adoré voir au poste, il y a eu un formidable duel entre son université Colorado State et celle de Derrick Queen, dont tu as bien parlé, qui se finit avec un shot au buzzer de Derrick Queen. Il y a un super duel que je vous conseille, disponible gratuitement sur YouTube. Jeu au poste, turnaround des 2 épaules, il a beaucoup de choses d'un jeu de vétéran.
Et j'adore ce genre de joueur parce que je pense que c'est le genre de joueur qui très vite peut avoir des minutes dans le Money Time dans des équipes accomplies. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te demandais son range de draft. Parce que là, j'ai un peu sur mon petit carnet, comme j'ai préparé plein de choses et voilà tout ça, je regarde un peu l'ordre des équipes et je me pose la question de qui. Parce que bon, t'as des équipes comme les Nets ou les Wizards, mais je sais même pas si c'est ce genre de joueurs qu'elles ont envie de prendre parce qu'elles vont vouloir prendre des mecs plus jeunes pour développer parce que la timeline est complètement différente. T'as raison, le hit, voilà, Nick Clifford au hit, moi je signe tous les jours. Je signe tous les jours je aussi. Signe tous les jours. Il y a OKC en 15. Après, est-ce qu'il jouera? Parce qu'il y a du monde à son type de poste là, comme ça. À OKC, s'il fait une place dans la rotation, c'est que attention. C'est ça, après. Tout à fait. Après, alors on en sait fait, que Lodort, il est sur le banc. Voilà, on a trouvé les remplaçants, il n'y a pas de problème. Ok, ici il y a des pics en 15 et en 24, je rappelle, donc à voir comment est-ce qu'ils vont utiliser. Oui, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas drafter tout ça, faudra voir un peu. Oui, non, mais bon petit joueur, j'aime bien aussi, je suis d'accord. Nick Clifford, est-ce que tu as. Normalement, tu as encore 2 garçons à nous présenter, Alex. Ouais, déjà, je vais tout de suite parler d'un joueur parce qu'on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo et je pense que c'est quand même important d'en parler parce qu'il va être drafté très haut, c'est Dylan Harper. Le fils de Ron Harper, joueur émérite des Clippers à un moment, des Cavs, et puis surtout il est connu pour avoir gagné un three-peat en formant avec un certain Michael Jordan un petit bas court, un petit peu chiant à jouer, le paparon. C'est-à-dire que il défendait bien, mais dans ses équipes, il a toujours bien défendu. Mais plutôt bien en tout cas. Dans ses équipes précédentes, c'était un scoreur, on attendait de lui 15, 16, 18, 20 points par match. Quand il est arrivé à Chicago, en fait, c'est pas ce qu'on lui demandait. En tout cas, il n'aurait pas tous ces tickets shoot là. Il s'est très bien adapté à son rôle. Il s'est retrouvé poste 1, alors que c'est pas tout à fait un poste 1 à la base. Mais bon, quand il y a Michael Jordan au poste 2, tu peux pas trop prendre le poste 2, c'est compliqué. Il s'est bien transformé. Donc voilà pour le papa qui a une vraie putain de carrière NBA. Genre, ton papa, il a fait un three-peat titulaire. Oui. Genre, quand même. Tu vois, genre, ok, c'est pas un Hall of Famer incontournable, mais enfin c'est un grand joueur. Carrière accomplie. Donc c'est important de le dire, Dylan Harper est le fils d'un grand joueur. Alors, en taille, poids, un peu attribut physique, il ressemble un peu à papa. Il y a du papa. Plus ou moins. Sauf que c'est une papa de gauche. Ron Harper, de mémoire, c'était pas une papa de gauche. C'est une belle papa de gauche, Dylan Harper, et papa c'était droite. C'est ça, on est d'accord. Et chose très intéressante avec Dylan Harper, et pourquoi il est attendu aussi haut dans cette draft, pour une raison extrêmement simple. Est-ce qu'il y a un joueur qui maîtrise mieux le pick and roll que Dylan Harper dans cette draft? C'est pas sûr. Ensuite, est-ce qu'il y a un joueur qui a une meilleure combinaison ball handling / finition crafty, c'est-à-dire que les Eurostep, pas de souci, les side step, les step back, les machins, il a un footwork de joueur arrière très impressionnant. Il a, à partir du moment où il commence à être un peu rentré dans la zone, pas trop loin du cercle et tout, il a énormément de touchés. Peut finir, c'est quand même quand ça va vite, les flotteurs, les runners, il est vite, il a quand même une belle envergure, donc tu sais qu'il peut en éviter du monde et tout. Physiquement c'est chaud. C'est pas un athlète, genre c'est pas le mec ultra explosif qui va prendre à pelle 2 pieds et écrabouiller le pivot adverse. Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais c'est pas un Uber athlète là comme on dit. Non, mais genre c'est un bel athlète. Mais attention, il est bien ready. Ah oui. Non, mais tu vois, par rapport à d'autres types là dont on a parlé, je sais pas, tout à l'heure j'ai parlé de VJ Edgecombe ou de gars comme ça, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas nucléaire. C'est pas, voilà. C'est pas explosif. Là, comme, Voilà, c'est pas pareil. Mais il a que 19 ans aussi. J'avais pas dit, il a que 19 ans. Donc on a un arrière meneur, un combo garde. Tu peux lui faire jouer les 2 postes vraiment. Qui peut avoir la balle en main vraiment tout de suite en NBA. Moi j'y crois. À part qu'en plus on est dans une ligue ou quoi. Un tiers, la moitié des possessions se joue sur des pick and roll, voire plus. Ce mec-là va être chiant à défendre dès le premier jour. Voilà. Dès le premier jour, on va être là à faire oh putain merde. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, chiant. Il va marquer des points, c'est sûr. Il va provoquer des fautes des extérieurs et des intérieurs adverses, c'est sûr et certain. Il va mettre bien ses coéquipiers aussi. Je peux te dire que tu vas avoir des espaces quand tu joues avec Dylan Harper. Parce que défendre Dylan Harper en 1 contre 1 ou autour d'un écran, il y a pas mal de coachs qui vont vite dire bon allez, il y en a ras le cul. Bon allez, on y va, on trappe parce que là on peut pas se faire défoncer par le gamin. Et il trouve. Donc il va trouver, même si pour l'instant à la passe, il est, à mon sens de ce que j'en ai vu, il est bon à la passe, mais il est surtout très fort pour se créer son tir à lui et aller scorer plus que d'aller trouver les copains, mais il peut. Il va venir participer au rebond.
il y a une grande maturité, il est assez grand pour un guard, souvent il va être plus grand que le poste 1 adverse et aussi grand que le poste 2, il peut venir participer au rebond. Et donc, c'est pour ça qu'il est attendu très haut dans cette draft, parce que même si tu es une équipe qui est déjà pas si mal formée que ça, si ça se trouve, Dylan Harper, il arrive dans ton équipe, eh ben c'est ton ball handler numéro 1 très 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 vite. Si par exemple, je dis au hasard, tu es une équipe texane, qui a déjà des ball handlers, par exemple, tu vois, et que tu as le pick 2, au hasard, au hasard. Elle joue en bleu ou elle joue en blanc? Voilà. Voilà. Parce qu'il y a deux équipes texanes. Commence pas. Oui. Mais j'ai bien précisé que t'as le pick 2. A priori, après, alors, on peut avoir des dingueries le soir de la draft. Mais attention, je sais pas si on va tenir avec Bastien s'il commence comme ça, les mecs. Mais imaginons, voilà, t'es une équipe texane. T'as déjà des ball handlers dans ton équipe. Mais ce type-là arrive. Et en fait, t'es le coach. Château, et tu regardes à l'entraînement et tu fais merde. Allô GM? Ouais. Le renard là, je suis pas sûr qu'on en ait besoin du renard, hein. Moi le renard, je suis pas sûr. Donne-moi 15 matchs. Il y a un problème dans la timeline, Greg. On a récupéré le renard, mais il est moins bon que le château avec la main gauche. C'est clair. Non mais voilà. Donc en gros, on va voir, mais offensivement voilà. Après, il y a des bémols, hein. Il y a un bémol sur les efforts défensifs. Après, sur les mecs de 19 ans, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Consistency, irrégularité, donc très compliqué à juger sur des gars de stage là qui ont joué qu'en NCAA, où on te demande pas la même chose, le spacing c'est pas le même. Enfin, je veux bien le voir en fait. En gros, je suis trop impatient de voir son attaque dans un spacing style NBA. Ah mais lol. Attention. Et effectivement, bémol numéro 1, avoir de la régularité en défense, parce que si tu deviens une cible, attention, la NBA c'est une jungle et les équipes adverses elles vont faire le gamin il est casse-couille, on attaque tous dessus tout le temps. J'ai confiance. Ok, deuxième son père c'est Renapa. Deuxième mini. Ouais non, tout à fait. Je pense que son père va l'appeler, fait oh, tu fous ma gueule ou quoi? Tiens, je te passe tonton Michael. Bref, non mais oui. Et deuxième mini bémol, le tir à 3 points. Oui, j'allais dire tir à 3 points, voilà, c'est bien streaky, les pourcentages sont pas ouf. Donc attention, s'il veut pouvoir exercer son talent incroyable en pénétration, drive, mid-range, pull-up, les trucs crafty, les flotteurs, tu sais pas ce qu'il va faire, il est grand, enfin l'enfer. Va falloir que ça rentre un peu plus à 3 points. Ouais. Si ça rentre un peu plus à 3 points, oh là là, on a une machine à défendre très compliquée. Il a 19 piges. Très compliqué, il a que 19 ans. Il gagne un peu de maturité, on va être là, on va faire c'est quoi ce bazar? J'avais posé une question. J'aime beaucoup, super joueur. Moi aussi j'ai 2 questions à te poser. Parce que on va commencer à parler français. Dans le vent, ils sont dans le vent les défenseurs. Non, mais là ça va être terrible. Même les gros athlètes, ils s'en foutent. Je pense qu'en dormant il va mettre. Il fait pas ça en vitesse quoi, il fait ça en tchac. Ah bah t'es à 2 mètres de moi. Voilà. En dormant il va mettre 16 points. Comme ça là, et puis après si ça monte à plus de 20 on sera content. J'ai 2 questions pour toi. Vas-y. La première c'est Harden, Cunningham, Ginobili. Ah oui, toi tu veux qu'on ait non, toi t'as décidé de me non. Honnêtement, visuellement il me fait plus penser à Ginobili qu'à Harden. Je vois, les deux c'est des gauchers. C'est vrai qu'il a des petits side steps, des petits step backs, c'est sûr, il a regardé pas des VHS, mais voilà, il a regardé Harden, quoi, c'est sûr. Mais il a dit que Cade c'était une grande influence pour lui. Oui, ah bah complètement, même si c'est vrai que c'est pas même papa de gauche et tout, mais ah bah clairement il y a de ça déjà en profil physique, de garde et tout, puis il y a le côté smooth, tout ça, mais lui il a le truc des gauchers là. Il a le truc crafty chelou des gauchers, il a le truc crafty des Eurostep bizarres. Cade, il a pas ça. Et ça, moi, ça me fait penser à Manu Ginobili. Plus encore qu'à Harden, qui en fait, Harden, c'est la morphologie où il me fait moins penser à Harden. C'est-à-dire qu'Harden est quand même plus bouli. Hein. Alors, attends, Dylan Harper, même à la retraite, il pèsera pas le poids d'Harden. Hein. Non, mais c'est pas le même corps. Mais j'aimerais bien qu'on mette une photo d'Harden à 19 ans. Oui, mais il était. Non, mais oui, mais Attention aussi parfois parce qu'on compare avec des mecs qui ont 15 ans de plus. Hein. Complètement. Mais Harden était déjà plus costaud. Hein. Il avait déjà plus les épaules et je pense même qu'il est un poil plus petit. Moi, il me fait plus penser à Ginobili côté Liane et tout. Cade, je valide complètement la comparaison. Comment? T'avais d'autres noms comme ça? Il me fait pas trop penser à son père dans le jeu, en tout cas. Un peu, mais vite fait. Non, vraiment, moi c'est ça, c'est les papas de gauche, là, c'est Ginobili surtout, moi, vraiment. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs fois dans les petits scouting reports que j'ai regardé en termes de vidéos où les gars te montrent un peu sa faculté à prendre des décisions au dernier moment en pénétration pour éviter une aide ou machin. Et là,
Là, t'es là, tu fais attends. Il y a toute la planche. Hein. Ah la vache! Ah, ils utilisent tout. Mec fait un Eurostep et il va chercher le corner en haut complètement de la planche avec un effet de fou malade et ça va être. Non, ouais, Ginobili, Harden, Kate Cunningham, ça va les comparaisons, c'est propre. J'aime bien. Bah voilà, c'est le Hall of Fame, c'est tout droit. Bah, j'allais te dire après, deuxième question. Évidemment, on fera notre mock, mais c'est San Antonio ou rien. Enfin, on a le sentiment un petit peu que depuis le soir de la loterie, on a eu les résultats. On a eu Dallas 1, Flag 2, Spurs, Harper. Oui. On est à une semaine là de la draft. Harper va finir aux Spurs, point barre. Je pense, ouais, parce que sinon ça voudrait dire quoi? Il n'y a pas 50 000 options. Ça veut dire que les Mavs, ils nous choquent tous et ils nous disent on n'est pas sûr avec Flag, on prend Harper. Bon, ça, je pense pas. Ah, moi non plus. Non. Et ça voudrait dire quoi sinon? Les Spurs, avec leur pick 2, ils disent non. On va prendre Ace Bailey. Je pense pas, on est dans un trade. On va prendre Trey Johnson. Non, je pense que c'est dans un trade. Mais si mon avis, si une équipe monte en 2, c'est pour prendre Dylan Harper. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas. Alors là, une équipe qui traderait avec les Spurs pour monter en 2 with the second pick et qui prendrait pas Dylan Harper, alors là, je serais même limite encore plus surpris presque. Oui, je pense que il y a en effet cette certitude que Harper est en 2. Je vois pas trop les cas de figure qui font en fait. Est-ce qu'il y a des cas de figure qui font c'est juste un qui finissent mais... un trade d'une équipe qui monterait aussi haut pour ne pas prendre quelqu'un a un coup de cœur absolu aussi, sur BJ Combe et se dit voilà, mais j'y crois pas. Je veux pas qu'il passe, qu'il sorte du pot. Je pense que comme on l'a dit, la draft elle va commencer à être intéressante quand on fera le pick 3. Et là au pick 2 en tout cas on a un Harper je pense un sacré joueur. Moi j'ai très hâte de l'avoir aux Spurs s'il y va et on se posera ensuite des bonnes questions quoi, c'est-à-dire j'ai hâte de voir entre Fox, Harper, Castle. Ouais. T'as fait 3 ball handlers bien hein. Ça commence à être sympa hein. Ça commence à être un beau projet. Ouais. Qui dit Dylan Harper dit Cooper Flag. Évidemment je vais parler un peu de Cooper Flag parce qu'on est obligé de parler de Cooper Flag sur cette draft 2025. Alors c'est le clair numéro 1. C'est le clair numéro 1. On a dit, les Mavs ont fait juste un workout. C'est avec Cooper Flag. On l'attend à être en numéro 1. C'est un moteur et un défenseur générationnel. Parce que je trouve que le mot générationnel est parfois utilisé un peu à toutes les sauces. On l'a mis dans les mêmes phrases que LeBron, que Wemby, que Zion, machin. Il est vrai que dans l'impact sur le jeu, moi, Cooper Flag m'hallucine. C'est-à-dire que tu vois très très tôt que dans les registres qui font gagner les matchs, il va être là. Défense sur l'homme, aide en défense, dimension physique et athlétique, moteur, énergie, le nom à l'avant du maillot est plus important que celui à l'arrière. Un petit peu de polyvalence au scoring. Il y a quand même du boulot sur le ball handling et sur le shoot dans sa régularité. C'est-à-dire que, est-ce que moi demain tu me dis que Cooper Flag c'est un joueur à qui tu donnes la balle et justement tu lui dis posez-lui un écran, il va pull-up en sortie de dribble. Je ne pense pas que c'est ce genre de joueur actuellement. J'espère qu'il va pouvoir le devenir, mais ce n'est pas un forward franchise player offensif à l'heure actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est potentiellement un défenseur générationnel. Ça, c'est... On est obligé de dire potentiellement, il a que 18-19 ans encore. J'y suis quasi... Oui, voilà. Mais c'est pas forcément un joueur générationnel comme le disent beaucoup. Exactement, c'est exactement ça que je voulais préciser. C'est qu'aujourd'hui, Cooper Flag, je vais avoir un peu de handle, un peu de dribble et du shoot, je vais avoir un peu de catch and shoot, mais à la différence, tu vois, par exemple, Dylan Harper, tu viens très bien d'en parler. Dylan Harper, tu lui donnes demain 2 écrans et 2 mecs dans les corners, on y va. Non, mais Dylan Harper, aujourd'hui, il y a plein d'équipes hors Spurs, il y a plein d'équipes, ça va être le premier ball handler. C'est ça. En fait, Cooper Flag, à l'heure actuelle, ce n'est pas un joueur à qui je vais donner la balle, par exemple, dans le Money Time, en tout cas à l'heure actuelle, hein, on est en juin, et dire écartez-vous, isolation, et on y va off the dribble et on va se dépenser. Si ça devient ça, de toute façon. Si ça devient ça sera un joueur incroyable. Et c'est pour ça que moi, là, ce qui m'intrigue, c'est que dans les comparaisons pour Cooper Flag, j'ai plein de noms. Vas-y. Et j'ai hâte d'avoir ton avis. Vas-y, j'en ai quelques-uns sur ma feuille là. Je commence par tout en bas. Le plancher. Le plancher. Vas-y, plancher, c'est quoi? Andrei Kirilenko. Ouais, j'aime bien. Je monte d'un écran. Ah, donc attendez. En plancher, on prend un putain de défenseur de ouf. Oui, c'est un défenseur générationnel, Cooper Flag. Ça, par contre, j'y crois, mais day one. Non, mais donc c'est important. Et qui n'était pas si dégueu en attaque, Kirilenko. Mais bien sûr, mais qui n'est jamais monté à 20, etc. Mais qui a été All-Star. Ouais, il a été All-Star, exactement. Je monte d'un cran. Vas-y, ouais. Aaron Gordon, défenseur exceptionnel, coéquipier à l'intérieur d'une équipe championne NBA. Ouais. Quasi level All-Star. J'avais pas pensé à lui.
Parce qu'en fait, je pense que après, il est athlétique, hein, attention. Hein, mais tu vois, dans cette polyvalence, capable d'absolument tout faire. Je vois, mais j'avais pas pensé à lui. Il y a beaucoup de similarités, similitudes avec Aaron Gordon quand tu regardes bien dans le jeu. C'est hyper athlète, fort défenseur, capable de passer la balle et de catcher le shoot. J'avais pas pensé à lui parce que Aaron Gordon, quand il est arrivé en NBA, on le projetait pas du tout dans ce qu'il est devenu. Tout à fait. Pas du tout. Non. Il est arrivé en NBA, les gens... C'était un dunker de je me rappelle à l'époque, Frank Vogel a dit « c'est Paul George, on va le développer en handle, on va lui filer la balle et tout. » Enfin, tu vois, il a fallu qu'il aille à Denver et qu'il tombe dans un projet différent pour s'éclater. J'ai encore 3 autres noms. Vas-y. Pascal Siakam. J'avais pas pensé à lui non plus. Ok. Moteur, énergie, polyvalence, défense correcte, et on va suivre ce que ça donne ensuite en attaque. Parce que Siakam, quand il est arrivé et qu'il avait 19-20 piges, c'était pas ça. C'était pas ce qu'on a vu aujourd'hui, qui est le meilleur scoreur de son équipe en finale NBA. Mais ça, c'est sur la courbe de progression. Et enfin, les 2 derniers, bon bah là, c'est bravo jackpot. C'est Scottie. Scottie Pippen. Ça oui. Défenseur générationnel. Il a tous pensé. Joueur capable d'être sur tous les postes. Développer son handle, transition incroyable. Genre un triple-double ambulant là. Le bras droit d'une dynastie. Et sinon, après en individuel, le plus accompli, Kevin Garnett. Ah d'accord. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose, il y en a qui ont mis du Kawhi aussi, je trouve qu'il y a en KG, dans moteur, défense et on va voir le plafond offensif, quelque chose qui moi résonne beaucoup. Je trouve que la plus grosse comparaison pour Flag, c'est du plus petit Kevin Garnett. Ah oui, plus petit, parce que par contre c'est clairement pas le même poste. Flag c'est un 3-4. T'es d'accord? Tout à fait. Un 4-3, un 3-4 comme vous voulez, mais KG a démarré vite fait en 3, mais enfin sa carrière c'est 4-5. Ouais, et puis 5 après, 5, tu vois, c'est un 4-5. Parce qu'il fait 2m10 quoi, KG quoi. C'est ça. Et à la différence, tout à fait, j'allais t'emmener sur ce sujet, c'est que Cooper Flag... Il fait 2m01. Il va 2m02. Ouais, il est à 2,02, 2,03 max, mais il est entre 6 et 6 il est plus wing, il est plus forward. Et c'est ça. Et c'est vrai que je voulais ton avis là-dessus parce que on a beaucoup de gens qui ont vu là ce qui se passait à la loterie et puis Anthony Davis et tout. On a ensuite eu la draft combine avec les mesures qui ont été prises de Cooper Flag. Ça va être un 3 qui peut jouer 4. C'est pas un 4 qui peut jouer 3. Tu le vois comment? Moi, je pense qu'à Dallas, vu qu'ils vont le prendre, je pense en 1, ça sera l'ailier titulaire des Mavs. Toi tu mettrais en 4? Ouais, dans la NBA actuelle je l'aime bien en 4. Mais après je dis pas qu'il peut pas jouer 3 hein. Mais je l'aime bien en 4. En fait ça dépend du type de pivot que tu as. Oui. Et puis ça dépend de ce que tu as. À Dallas évidemment tu as envie d'avoir Flag, Anthony Davis et un pivot. Donc ça, tu te dis mon front de courte, les poteaux. Il n'y a pas de rebond et puis il n'y a pas de pénétration. Voilà, comme ça. Il va falloir mettre 90 points, les gars. Ça, c'est fait. Nico Harrison, Defense Win Championship, à mon avis, il va prendre Cooper Flag. Bah, s'il prend pas Cooper Flag, faut qu'il arrête de dire. Tu vois, voilà, bref. Non, oui, il y a une comparaison, je sais pas du tout. Tu me dis ce que tu en penses, parce que tu l'as pas cité, mais parce que. Voilà, c'est Shawn Marion. Oui. Tu sais qu'en termes de. Bien sûr. Alors évidemment, ils n'ont pas la même couleur de peau, mais la même coiffure. Mais, mais... du coup. Voilà, mais par contre, et que Marion est connu comme un athlète phénoménal, il y a de ça. En termes de taille, de measurement, là, comme ils disent, de défense, de QI défensif et de capacité à être un hub offensif par qui la balle passe. Et après, je souhaite évidemment à Cooper Flag de développer un range en attaque bien supérieur à celui de Shawn Marion, qui était un mec qui scorait pas mal, attention, hein, et puis qui a développé du catch and shoot avec un shoot chelou et tout. Mais à qui on n'a jamais dit balle à Shawn Marion, d'écartez-vous. Jamais. Dans le meilleur des cas, c'était l'option numéro 3 de son équipe en attaque. Où il prenait le rebond offensif sur son propre shoot parce qu'il a un des meilleurs secondes de l'histoire. Et puis il se faisait servir des 3 points dans le corner, il avait réussi à développer, il a réussi à tourner en 20-10 comme ça. Et c'était extraordinaire. Mais c'est plutôt pour le côté défenseur un peu générationnel comme ça, capable de tenir plein de postes, parce que Cooper Flag peut tenir beaucoup de postes. Ouais. Beaucoup de postes. Il peut du 2 au 4 déjà, à mon avis, ça tient. Oui, du 2 au 4, oui. Le 5, bah, ça dépend du mec en face. Et puis le 1, ça va dépendre vraiment de la vitesse. Mais oui, voilà, c'était juste pour ça. J'ai vu des Tatum, mais je suis pas d'accord. Non, moi non plus. En comparaison. Non, ils ont vu Duke et ils ont vu un ailier. Ouais, non, mais attendez, Tatum, il avait un shoot, mon gars, le un bagage pull-up. Offensif. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, en tout cas, je trouve. Oui, tout à fait. En tout cas, si je garde moi Cooper Flag dans mes chouchous, c'est que je n'ai pas la certitude que c'est, comme on l'a dit, un joueur générationnel, c'est-à-dire le clair et évident
meilleur joueur de la draft quand on l'a refait dans 5-6 ans. Ça, je n'ai pas la certitude. Je crois pas que tu vois comme Wemby, il y a un écart. Et même un joueur générationnel, c'est un joueur, quand tu regardes les 2 drafts d'avant et les 2 drafts d'après, tu dis ok, c'est lui le meilleur là, sur 5 Voilà. ans. Ça, je sais pas. Tu vois. Tout à fait. Doncic, on est là, on regarde. Par contre, je pense que Cooper Flag, en termes collectifs, défensifs et impact sur les matchs qu'il faut gagner, c'est le genre de joueur où tu sais que quand il va arriver, son équipe sera globalement nettement meilleure que ce qu'elle a pu être. Parce que je pense que n'importe quel line-up avec lui, il est adaptable, il peut être adapté et il contribue positivement. Il y a pas beau, on n'a pas parlé par exemple, je trouve qu'il y a peu de déchets dans son âge, dans son jeu. C'est très très beau, il n'y a pas de prise de risque offensive, ce qui peut être aussi vu comme un défaut, mais il n'y a pas beaucoup de ballons perdus, il n'y a pas de casse-gueule, il n'y a pas de je sors de ma zone et donc du coup c'est compliqué, il est coachable, il adore ses coéquipiers, il coche beaucoup de cases. Et puis en attaque, faut pas déconner non plus, on parle pas d'un mec qui sait rien faire du tout, au contraire, il va scorer tout de suite, déjà rien que pour sa qualité un peu de faire connecter des joueurs entre eux à la passe ou en venant se battre au rebond ou en allant cutter au bon moment et marquer et tout. Enfin, en fait, déjà, il va faire déjà plein de choses comme ça. Après, s'il tombe, et il devrait tomber à Dallas, qui est quand même une équipe déjà ambitieuse. Bon, évidemment, ils n'auront pas Kyrie Irving. Enfin, voilà, ça va être... on verra et tout. Mais après, dans l'hypothèse où tu as du Kyrie et du Anthony Davis, tu as déjà 2 joueurs forts en attaque. Oui. À voir comment ils s'intègrent là-dedans. Va falloir qu'il rentre ses tirs. Oui. Clairement. Va falloir rentrer ses tirs, mais il en est capable. Hein. Moi, j'y crois, bien sûr. Et, non, mais c'est un pur joueur. Et il faudra voir aussi quel est le jump athlétique entre lycée, NCAA et la NBA. C'est-à-dire qu'on a vu des gars qui étaient capables de vraiment dominer, tu sais, le niveau lycéen comme il l'a fait là. On a vu Zion écraser la NCAA et la high school. On a l'impression que c'était limite illégal. Et Zion a réussi, quand il est sur le terrain, à maintenir ça en NBA. Je ne sais pas si Cooper Flag va se ramener là et qu'on va se dire oh là là, tous les soirs, c'est le meilleur athlète sur son poste. Je ne pense pas, parce qu'il y a tellement de monstres en face que moi, ça va m'exciter beaucoup de voir comment est-ce qu'il répond au challenge athlétique. Il va répondre, il va rivaliser, mais ça ne sera pas tous les soirs le meilleur athlète. T'as vu les bestiaux qu'il y a à poste 3-4 là? Non. Par contre, en termes de lecture de jeu offensive et défensive, à mon avis, il va en manger 3-4. Tout à fait. Cooper Flag attendu en numéro 1 de la draft, ce sera commenté mercredi prochain. Alex, tu as un dernier profil à nous présenter. Attends, je tourne mes petites fiches. Ouais, c'est un gars dont on parle beaucoup moins, qui est mis beaucoup plus loin dans la plupart des mocks. Genre, par exemple, je sais pas, The Ringer, il me semble qu'il est même pas dans les 30. Tu vois, ou genre, voilà quoi, tu vois, genre, il est même pas au premier tour. Et je peux comprendre sur certains aspects, sur d'autres, je comprends pas du tout. Moi, je kiffe à mort et j'ai hâte de le voir en NBA parce que je pense qu'il sera au premier tour. C'est Rashir Fleming que vous avez là. En photo, j'aime beaucoup Saint-Joseph, l'université de Saint-Joseph. Il a 21 ans déjà, donc c'est pas un petit jeune. C'est un rookie qui s'est déjà un peu développé au niveau universitaire. D'ailleurs, ça va se voir quand il va arriver en NBA parce que physiquement, il est prêt. Hein, physiquement, c'est un poste 4, éventuellement qui peut glisser petit 5, je pense. Je pense. Faut voir les line-up, mais comme il y a de plus en plus d'équipes qui aiment bien avoir un poste 4 de 2m0, 4, 5, 6 par là, qui peut glisser pivot sur certaines séquences. C'est le nom qui a le plus choqué à la Combine par son envergure. Non mais attends, son envergure, c'est n'importe quoi. Voilà, moi j'ai noté 2m25, franchement c'est minimum. Le mec fait 2m05, il a 2m25 d'envergure, c'est n'importe quoi. Et ça peut aider. Et alors voilà l'athlète, hein. Il n'est pas juste long, tu vois. Ça saute. Ça bouge bien latéralement, ça bouge bien verticalement, voilà, c'est bien explosif comme il faut. Il y a déjà les kilos, tu peux y aller. Il a pas peur il va pas se faire pousser. Hein. Enfin, si, il va se faire pousser, mais il va répondre. Ça va pas être si simple. Non. Au niveau attributs physiques et qualité athlétique, c'est NBA ready de chez Ready. Et c'est là où moi j'ai été surpris. Parce que des fois il y a ça, et puis tu dis oui, mais est-ce que c'est vraiment un basketteur? C'est un basketteur. Il défend bien. C'est-à-dire qu'en aide, il est déjà bien bon. Bien bon en aide. Forcément, hein, quand tu as une détente pareille avec des bras pareils, parfois tu peux arriver d'un peu loin et puis il y a contre. Hein. Mais interception, ligne de passe, je me positionne au bon endroit, il switch. Il est tout à fait capable, à mon avis, peut-être pas sur les arrières les plus rapides de la ligue, on verra quand il y sera. Mais sur pas mal d'ailiers, pas mal de 2, un peu moins vifs et tout, il va pouvoir switcher sans aucun problème. Et en plus de ça,
il faut ajouter à ça, le mec sort d'une saison à 39% à 3 points. Bon, alors faudra voir comment ça se traduit en NBA, c'est un peu plus loin Oui, et mais- tout, machin. Mais on parle d'un très bon joueur 3&D du poste 4 Tout à fait. qui Moi, peut j'ai les potentiellement glisser en 5. Si vraiment il se retrouve à G3, il va être un peu embêté et tout, mais il va tenir. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi dans tout ce que j'ai pu regarder, parce que du coup j'en ai beaucoup regardé, parce que j'étais là genre attends, c'est pas possible, pourquoi je le vois pas souvent lui, pourquoi je le vois toujours. Alors du coup j'ai commencé à chercher, À poncer. ça gère bien ses fautes. Il gère bien ses fautes, ça sent le... Bah, il a pas 19 ans pour le coup, lui, là, il a eu un peu plus d'années en NCAA, donc il commence à faire attention, machin et tout. Donc vraiment, beaucoup de qualités cool. Ça va rentrer ses tirs. C'est un athlète plus, qui défend déjà bien. Je pense qu'on a là un candidat en All Defensive Team dans le futur vraiment clair. Vraiment. Mhm. J'ai vu des gens qui le comparaient à Jaren Jackson Jr. Pourquoi pas? En version. Ah bah, il est un peu plus petit, mais l'athlète, ça ressemble. Les 3 points qui tombent dedans, Ouais, bien sûr. la protection de cercle, voilà, et il gère mieux ses fautes que Jaren Jackson au départ, quand il est arrivé dans la ligue. C'est difficile de faire, moi. bien Voilà, que- exactement. Après, il y a quelques bémols, évidemment. Je suis pas sûr qu'il puisse évoluer au-delà d'un très bon 3&D, dans le sens où Oui. son handle me paraît... Après, c'est un truc qui se travaille, hein, ça peut progresser et tout. Mais j'ai lu un truc assez intéressant sur lui qui disait que ses mains étaient tellement immenses que c'était compliqué de dribbler, limite. Ah, mais Ça me les fait gars, toujours marrer ce genre d'article, parce qu'une balle de basket, C'est c'est quand même compliqué, c'est quand même un délire, une balle de basket. c'est qu'une Mais balle de tennis. apparemment, il n'y a pas que les bras, il a des mains de ouf C'est aussi. qu'une balle de tennis, c'est compliqué. Voilà, de jouer avec. c'est ça exactement. Quel potentiel il a réellement? Bah, ça va, à mon avis, être lié à ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de faire progresser son handle? En gros, est-ce que c'est un mec qui défend très très bien, prend le meilleur ailier ou intérieur adverse, quoi qu'il arrive, le fait chier à la mort, sur l'homme, en aide, tout ce que tu veux. En gros, le mec, on lui file un rôle défensif à la Yanis, à la, tu vois, le safety guy, machin et tout. J'ai bien dit à la, j'ai pas dit que je le comparais à Yanis, c'est pour comparer le rôle défensif. Et t'en es hyper content, et en fait, tu as un titulaire, parce qu'en fait, dans les moments chauds, t'attaques pas du tout à 4 contre 5. On laisse pas Rashir Fleming dans le corner, t'es obligé d'y aller, ou à 45, parce qu'il va te le faire tomber dedans le 3 points. Mais ça se limite là, dans le sens où c'est pas lui que tu files la balle, donc il est même pas 3e option offensive en fait d'une équipe qui va un peu loin en playoff. Par contre, il est sur le terrain, il est titulaire parce que bah ouais, c'est lui qui défend sur Jalen Williams. Ouais, c'est lui, il défend sur Jalen Williams Ouais, je vois. et puis de temps en temps, bah il va sur Chet, tu vois. Ou s'il doit glisser sur Shai, il bricole, tu vois ce que je veux dire? Il est trop pratique. Et puis il met ses 3 points. Tout à fait. Mais ça, plus le côté rebond, non pas qu'il soit pas bon au rebond, mais c'est le défaut de ses qualités défensives, c'est-à-dire que il aime les interceptions, il aime les contres, il aime pas prendre de panier. Mais du coup, il va falloir qu'il trouve le juste milieu pour être bien équilibré, parce qu'avec ses qualités athlétiques et son physique, il faut qu'il aide au rebond à fond. Ça, faut qu'il fasse gaffe, mais ça, je suis pas très inquiet en fait. Non. Plus le handle où je me dis ça va le limiter. Le handle est donc ce qui va avec, c'est-à-dire le pull-up jumper et compagnie, qui sont, à mon sens, aujourd'hui encore un Oui. petit peu faiblards. Tout à fait. Plancher très solide. Plafond très solide. à avoir. Sur l'énorme spectre de comparaison qu'on peut faire, parce Ouais. que c'est un profil. Il y en a qui se sont frottés les mains en imaginant ce que Patrick Williams pouvait donner, et ça s'est pas très bien transformé. Il y en a qui se demandent à Utah ce que Taylor Hendricks va pouvoir donner, et on voit ce que ça peut donner. Ah, pauvre Taylor Hendricks, moi j'aimais Pauvre bien Taylor avant Hendricks. qu'il se blesse. Ouais, Il s'est oui, quand même mais- fait une sale blessure. Tout à fait. On va lui redonner sa chance. C'est vrai que Patrick Williams, par contre, c'est compliqué. C'est compliqué. OG Anunoby. Oui. OG, tout à fait. OG est plus petit, moins long. Long, hein, mais plus petit, moins long, pas le même poste. Tu parlais de Siakam pour. Je lui souhaite d'avoir le bag offensif de Ah bah on lui Siakam. souhaite d'avoir le bag, mais attention, il a déjà la défense, Ouais, et puis ouais. le 3 points, il regarde droit dans les yeux aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Jeremy Grant, Jérémy, qui est arrivé comme ça un peu en NBA, ouais, on s'est dit qu'est-ce que ça peut sinon donner. c'est un Dorian Finney-Smith avec les qualités athlétiques d'Obi Toppin. Draymond Green sous Prozac. Ah ouais, non, c'est pas Ah non, je Draymond. rigole, c'était vraiment. Non, il a pas le Non, handle, il a pas la vision il a pas le offensive. passing beat. Non, mais tu vois, Dorian passing Finney-Smith pour les 3 Ouais, points, ouais, ouais. avec les qualités athlétiques d'Obi Toppin, Ah, c'est des joueurs dont tu as besoin. Hein. c'est. Tu vois, voilà. Darrell Arthur, un peu à l'ancienne. Ah oui, Darrell Arthur, tout à fait, ouais. Ouais, c'est. Joueur d'équipe qui gagne. Hein. Et 3 points de après, défense. bien guidé, je vais reprendre une autre comparaison que tu as faite, Aaron Gordon.
Ah oui, bah avec plaisir. Bah ouais, mais regarde Aaron Gordon aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait aux Nuggets? Il fait plein de petites choses parce qu'il a progressé, mais à la base, c'est quoi son rôle numéro 1? On lui souhaite. Défendre comme un salaud avec ses qualités athlétiques de grand malade mental et mettre ses 3 points. T'es d'accord? C'est son rôle numéro 1 aux Nuggets. Non, Après, sûr. maintenant, lui, on le voit, il prend la balle, quand il a une mismatch, il enfonce son mec au poste et tout, mais c'est parce qu'il s'entraîne avec Jokic. Mais sinon, Non, c'est vrai. tu vois, il y a un peu de ça. Donc voilà, j'adore, vraiment, je kiffe. Hein. Je pense qu'en termes de draft, on en voit où? vu les prévisions et vu tout ce qui se dit autour de lui, je pense pas qu'il va être au-delà. Je suis même pas sûr qu'il va rentrer dans le top 20. Top 15. Top 15, c'est impossible pour moi quasiment. Pour moi Top 20, bah top 20, bon, si t'es les Nets en 19, si t'es le Heat en 20. Toujours le Heat. Hein. Bah le Heat en 20, ils vont avoir un gros rookie, on va tous être là, genre, oh putain, on va tous être là, waouh, ils vont le développer et tout. Ce genre d'équipe. Tu sais que les Wolves, en fonction de ce qui se passe avec Nasrid ou Gobert ou Randle ou je sais pas quoi, ils peuvent être très contents. Ils peuvent être très contents d'avoir un rookie comme ça à foutre sur le banc, dans un premier temps, bien sûr. qui va venir te faire du Sheldon McDaniels du poste 4-5. Ça aussi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Un peu là, tu vois, voilà, faut mettre ses 3 points et tout. Et après, il y a plein d'équipes qui pour moi. J'ai vu des mocks où il est pas au premier tour, je ne comprends pas. Les Hawks en 22, s'il est encore là, faut le prendre. Faut pas il y aura réfléchir. peut-être d'autres talents autour. Faut pas réfléchir. Les Pacers en 23, ils ont plus leur pic. Hein. Il est au Pélican là depuis quelques jours. Heures, tout à fait. Quelques heures, tout à fait. Mais après, il y a Relais Nets. Genre, je sais pas, même les Suns en 29. Pardon, on va pas laisser passer ça. Hein. C'est attention. Voilà. Donc non, j'aime beaucoup Rashir Fleming. Vraiment, ça, c'est mon type de joueur. J'espère qu'il va pouvoir. Comment dire, réaliser son potentiel, on dit? Oui, bien sûr. Réaliser son potentiel. Réaliser son potentiel en NBA, parce que vraiment, ça, c'est mon type de gars, là. Voilà. Eh bien, écoute, je finis avec ma wildcard. Allez, mon gars, ça, c'est un très gros coup de cœur, et il sera plus attendu sur la deuxième partie du premier tour, mais Will Riley, du côté d'Illinois, que j'adore dans son profil. Alors, c'est marrant, tu as parlé de Kasparas, Jakučionis qui est son coéquipier. C'est son collègue, ouais. Tout à fait, qui est donc le joueur le plus attendu des deux sur le principe. Je ne serais pas étonné que Will Riley, sur la durée, soit un meilleur joueur entre les deux. Ah j'adore oui, Will Riley. Je vais suivre Will Riley de manière complètement fanatique, je pense, sur son parcours NBA. C'est un des joueurs canadiens, encore un joueur canadien là, qui va débarquer en NBA avec un très gros talent. C'était un des très gros potentiels canadiens de ces dernières années. On l'a vu donc à Illinois, il était plutôt en sortie de banc. Talent offensif, certain. Alors déjà, dimension physique parfaite pour la NBA actuelle. On est sur les registres un peu à la Sean Livingston, c'est-à-dire des big guards. 6'7", 6'6", 6'7", vraiment les arrières ailiers. Il est très très fin, limite trop fin. Enfin, je veux dire, ça va être difficile de le voir devenir vraiment un joueur hyper musclé. On est plutôt sur des joueurs longilignes, là, en Will Riley. J'aime tout, j'aime... À la Ingram un peu, là? À la Ingram un petit peu, j'aime l'approche dans le jeu, j'aime le bagage offensif, j'aime la capacité à rentrer ses shoots extérieurs, à lire les écrans et à pouvoir jouer à mi-distance. Il est smooth, j'aime beaucoup, il est d'une smoothitude. Parfois, il fait penser. Tout à fait, parfois, il fait penser aussi dans la smoothitude balle en main à Tatum. Il m'a fait penser à du early Tatum quand il était beaucoup plus jeune. Okay. J'aime le jeu à mi-distance. J'aime parfois aussi la capacité à finir à l'arceau, surtout utiliser la planche. Pas un athlète. C'est pas un athlète explosif qui va rentrer des gros posters et bomber le torse. J'aime sa discrétion, son humilité. J'aime la façon dont il a géré chaque étape, que ce soit au lycée et ensuite là, accepter son rôle à Illinois, parce qu'il n'était pas du tout un titulaire absolu. C'est un remplaçant qui a Get Buckets, qui était vraiment un 6e homme ultime. Hein. Je crois qu'il a été d'ailleurs peut-être 6e de l'année dans sa conférence. D'ailleurs, c'est probablement un rôle qui pourrait lui coller en NBA aussi. Hein. Qui pourrait minimum lui coller en NBA. Et ensuite, on va peut-être se rendre compte, comme on l'a fait tout à l'heure, au bout de 2-3 entraînements, coup de téléphone. Dis donc. Putain, l'ailier là. Je crois qu'on a pris un bon pic. Je crois qu'on a pris un très très bon pic parce que merde, en fait il a beaucoup trop de talent et peut-être que si lui on le développe, on va se rendre compte qu'on a une potentielle star. J'aime tout ce que je vois avec Will Riley. Tu veux le prendre en 22 avec les Hawks, toi, c'est ça? Alors oui, mais en fait je vais applaudir n'importe quelle franchise qui récupère Will Riley parce que je pense que il peut s'adapter à beaucoup de situations et on peut très vite se rendre compte au bout de une saison, un été, 2 ans,
qu'en fait c'est un joueur qui est beaucoup trop fort techniquement et trop présent physiquement pour que il puisse vraiment échouer. Alors, est-ce que ça va devenir le prochain LeBron? Non. C'est un joueur LeBron, qui, je non, pense, ça, c'est est sûr que solide. Non, mais Il parce n'a que pas la carcasse. tu sais, quand tu donnes beaucoup de qualité, après il y en a qui disent pourquoi il n'est pas top 10. Oui. C'est que c'est un joueur aussi qui est capable parfois de s'effacer un petit peu, qui est un petit peu discret. Donc parfois c'est aussi une question d'attitude. Tu sais, on avait parlé avec Zachary Zaché, c'est-à-dire joueur avec un potentiel très très fort, mais est-ce que tu as le truc en toi d'aller chercher la balle et de dire à moi les gars de vous aider à devenir la star que je suis capable d'être? Will Riley, on est plutôt sur un joueur laid back qui va laisser son jeu parler pour lui, qui est pas très exubérant. C'est Brandon Ingram, quoi. Il y a un peu du Ingram là-dedans. Alors après, Ingram est arrivé avec un bagage offensif tellement fort en NBA que ça a éclaboussé. C'est un numéro 2 de draft, hein, Ingram. C'est ça. Mais j'adore Will Riley. Je vous invite très très fort à aller le regarder. Pas du tout manchot en défense. Vraiment, ces dimensions physiques, moi, me séduisent. Et je pense que n'importe quelle équipe qui va le prendre va faire une bonne affaire parce que ce sont des joueurs où en fait, je peux peut-être me foirer complètement et me dire bon, bah, c'était juste un mec qui n'avait pas trop ce hit factor et qui s'est dit bon, bah, je vais essayer de faire une petite carrière. Je pense qu'il va avoir du mal à passer son gars quand même, moi, en NBA. Et c'est peut-être possible qu'il ait du mal. J'ai l'impression, après je peux me tromper. Oui, mais bien sûr. Je pense quand même que balle en main, on va voir, mais il va avoir du mal, je pense. Et donc, j'ai un mélange de plein de choses. J'ai du Sean Livingston, comme j'ai pu en parler. J'ai du Kevin Martin à l'ancienne, un petit peu sticky, qui est capable de... On lui souhaite de scorer comme Kevin Martin. Hein. Tout à fait. Et ce n'est malheureusement pas, et je vais voir la tête d'Alex dans quelques secondes, ce n'est pas ni le premier pas, ni le physique 2, mais on aime les 6'8 balles en main qui sont capables de scorer leurs propres points. J-Dub est en train de nous montrer ce que c'est que d'être vraiment un joueur sur les ailes, balle en main, capable aussi de prendre ses responsabilités offensives là. Ce n'est pas le défenseur, ce n'est pas la carcasse. J-Dub a fait un long parcours universitaire aussi, donc on va voir dans 2 ans ce que ça donne. Là, dis donc, quand même. Ah mais c'est un step énorme, hein, évidemment, je lui souhaite. Mais on fait des plafonds aussi avec chacun de ces garçons. Tu parles d'un All-Star là, un All-Star qui est en train de casser des bouches en finale. C'est ma wildcard. Will Riley, c'est ma wildcard vraiment de ce premier tour. Je pense que ça peut faire home run dans une ou deux équipes qui vont faire mais merde en fait... il est un tout petit peu trop talentueux et peut-être qu'on avait... mais en tout cas, c'est pour ça là je regardais ma draft, hein, l'ordre et tout, je regardais un peu qui... Il y a pas mal d'équipes en fin de premier tour qui peuvent se dire, bon, ça nous intéresse, tu vois, genre je sais pas, le Magic par exemple. Le Magic du mec qui s'est rentré des tirs comme ça, on sait, hein, ils viennent de faire un gros trade en plus dans ce sens-là, ça peut les intéresser avec un peu de polyvalence. Pour le coup, les équipes un peu costauds, là, les Celtics ou les Clippers là, de fin de premier tour, pareil, tu te dis, attends... Qu'est-ce qu'on risque en fait? Le mec a du talent, bien sûr. On va pas le mettre titulaire, mais de toute façon, en fin de premier tour, il s'attend pas forcément à être titulaire. Oui. Et on va voir ce qu'il donne, tu vois. Tout à fait. Il y a des gars comme ça en fin de premier tour récemment. Alors, je vais sortir 2 noms qui ont fait un long parcours universitaire, donc ça leur a permis aussi de bien continuer en NBA. Mais Peyton Pritchard est une fin de premier tour qui s'est bien développée alors qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Desmond Bane est une fin de premier tour 30e qui a ensuite complètement explosé à Memphis. Voilà, je crois fort en Will Riley, peut-être de manière un petit peu trop surréaliste. C'est mon gars avec Trey Johnson que j'ai hâte de voir. Alex, tu nous rappelles donc qui sont un peu tes 5 chouchous? Mes 5, mon petit top 5 de cette draft, à peu près dans l'ordre où il devrait se faire drafter. Dylan Harper, VJ Edgecombe, Derrick Queen, je l'adore. Je sais pas où est-ce qu'il va se faire drafter, mais je peux vous dire que l'équipe qui va le drafter va kiffer. Mais voilà, il est bizarre. Kasparas Yakusionis et Rachel Fleming, évidemment. Côté Bibi, évidemment, on va suivre très très fort Cooper Flagg. Trey Johnson, très très hâte de le suivre, évidemment. Monsieur Nick Clifford. J'avais également Will Riley et... bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. T'avais pris qui, toi? Trey Johnson, Nick Clifford, Carter Bryant et Carter Bryant. Si. Non, j'avais. Attends. Non, t'as pas fait Carter Bryant. Et Cedric Howard, pardon. Cedric Howard. T'as pas fait Carter Bryant, toi? Non, c'était ma wildcard un petit peu. Je vais voir. Sorte de Iguodala. Ni l'autre, on a fait Carter Bryant, qui peut être une des plus grosses surprises de cette draft. Je sais pas ce que c'est entre André Iguodala et autre chose. Ce qui serait déjà formidable. Qui ça? Carter Bryant. Ok. Trevor Ariza aussi. Alors on lui souhaite, hein, c'est des longues carrières. Michael Bridges. On peut. Carter Bryant, on l'a pas fait, tiens, c'est vrai. Ça. Dites-nous, vous, qui sont vos chouchous. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans une semaine, la soirée du 25 juin 2025, on sera ensemble pour commenter le premier tour de la draft en direct sur Twitch. Prenez rendez-vous. Ce sera à partir de 1h30 à peu près le live, puisque la draft commence à 2h du matin. La draft commence à 2h et on fait les 30 pics du premier tour, donc ça dure à peu près 2h30. Exactement. C'est ça, hein.
Tout à fait. On vous attend dans les commentaires. Balancez vos prédictions, hein, qu'on ressorte les screens dans 2 ans et qu'on dise je l'avais Ouais, c'est prévenu. ça, exactement. On fait des gros bisous et à la semaine Ciao. prochaine pour la draft 2025. Des bisous. Ciao. Ciao.